La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on a cessé d'y croire. Philippe K. Dick, auteur de science-fiction. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je commence comme ça parce que la science-fiction, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Très très petit, j'ai commencé à adorer ça. Dessin animé d'abord, et puis ensuite la lecture, les films. La science-fiction, j'aime beaucoup ça parce que c'est en m'aidant à imaginer des futurs possibles que je peux penser le présent, en fait. Et j'aime beaucoup l'histoire également. Parce que l'histoire, c'est en m'aidant à comprendre le passé qu'elle m'aide à penser le présent. Il va être question de science-fiction et d'histoire. Parce que justement, mon histoire, moi, commence... il y a plusieurs débuts. Un des débuts, c'est il y a 10 ans, j'ai eu besoin de penser le présent. Il m'est arrivé un truc dans ma vie, un choc énorme, une dégringolade. Et j'ai dû comprendre le monde dans lequel je commençais à vivre. Je vivais, en fait. Avant de commencer et que je vous raconte ma propre histoire, je voudrais vous proposer un petit exercice collectif. On pourrait se plonger dans un moment, justement, de science-fiction, ensemble. Imaginez un futur possible, qui n'arrivera pas, hein. On est d'accord, c'est peu probable que ça arrive, ce genre de choses, mais on va essayer d'imaginer un futur possible. On va vous diffuser tout à l'heure une bande-son dans 1 minute. Alors on pourrait le faire avec de la réalité virtuelle. Vous voyez ce que c'est la réalité virtuelle? On met un casque sur les yeux et puis on a des images, c'est super. Bon, alors comme elle disait, il y a un budget. Ils n'ont pas eu de budget pour vous offrir un casque de réalité virtuelle, mais je vois que vous êtes toutes et tous venus avec le vôtre. C'est cool. On l'enfile? Vous l'avez, bien sûr. Oui. Ah non, vous l'avez. Je vous jure. Dans le jargon technique, on appelle ça une paupière. On va vous diffuser la bande-son là, dans un instant, et vous allez voir que si vous fermez les yeux, vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez, mais si vous fermez les yeux, vous allez voir des images. Je vous jure, ça marche. On est parti pour ce futur imaginaire? Yes. Allez. Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas ont été détectés en France. Un patient est hospitalisé à Bordeaux. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. À partir de lundi, le service public de l'éducation se réorganise. Le premier pilier, c'est que les écoles et les établissements sont ouverts en tant que bâtiments. Le second pilier, c'est l'enseignement à distance qui est assuré par les professeurs. En réalité, tout le monde reste au travail. Nous y sommes prêts, nous avons tous les éléments pour cela. Nous y sommes prêts. Vous imaginez si ça arrivait, un truc comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'imaginer ça? Je sais pas, c'est incroyable. Un virus qui arrive comme ça, qui débarque, et puis tout d'un coup, le gouvernement décide de nous enfermer. Chacun chez soi, on ne bouge plus, puis on ferme les écoles, et on ferme les universités. Et on dit tout le monde à distance. Tout le monde va apprendre à distance. Le ministre de l'Éducation nationale nous dirait sans doute un truc du genre ça va, on est prêt, on maîtrise tout. Les enseignants derrière, ils diraient mais pas du tout, demain je commence à distance. C'est-à-dire que ma classe, je ne l'ai pas là. Je fais quoi? Par quoi je commence? Alors, quel logiciel? Non, mais alors déjà, est-ce qu'ils ont tous un ordre? Voilà ce qu'il y aurait dans la tête d'un enseignant, quoi. Il dirait c'est pas possible. Mais on continuerait comme ça, et on le ferait. Tout le monde à distance, plus de classe, et on nous dirait que ça marche, je suppose. Enfin, je veux dire, c'est logique, on ne va pas mettre en place un truc qui ne marche pas, c'est comme ça que ça se marche, la politique. On dit après que ça a marché, même quand ça n'a pas marché. Et il le ferait, ça. Et il dirait même un truc fou, le ministre de l'Éducation nationale, il oserait dire, en fait, on a fait les évaluations des élèves, et bien, croyez-le ou pas, les résultats sont meilleurs cette année avec l'enseignement à distance que l'année dernière. Je jure qu'il le dirait. Moi, si un truc comme ça arrivait, ça me foutrait une angoisse. Je ne vous parle pas de la petite angoisse, hein. C'est l'angoisse. Je ne sais pas si vous en avez connu des comme ça. D'un coup, ça tourne là. En un fragment de seconde, hein, ça va très vite. Ça tourne. Un trouble, là, les mots ne s'accrochent plus, vous n'arrivez plus à penser, à faire des phrases, il n'y a plus de questions qui a de sens, il n'y a plus de réponses qui peuvent s'accrocher, ça tourne, une tension comme ça, un tourbillon, c'est tellement volumineux que ça prend la gorge, vous êtes tendu, là, ça ne va pas, le flux descend, ça vous prend les épaules, vous avez mal, les muscles sont tirés, ça va vous prendre les poumons très vite, vous avez du mal à respirer,
le cœur qui va battre, il va falloir se lever et crier, ce genre d'angoisse, quoi. Physique. Ça me foutrait cette angoisse, parce qu'en fait, je sais que ça ne marche pas. L'enseignement à distance, l'école numérique, ça ne marche pas. Et si je sais que ça ne marche pas, parce que voyez-vous, moi avant, j'étais spécialiste de l'enseignement à distance. Bon, parfait, vous pourriez être un peu... Non, j'ai fait. C'est parfait. Oui, j'étais spécialiste de l'enseignement à distance. On appelle ça un ingénieur pédagogique. Et là, si vous fermez les yeux, vous verrez la cape dans la main. Et on l'a compris depuis, hein, beaucoup partent, hein, parce que j'étais ingénieur, que j'ai fini par comprendre que mon métier, en fait, c'est du flanc. Voilà. Pourtant, qu'est-ce que j'y ai cru? J'y ai vraiment cru à l'enseignement à distance. Parce que c'est une croyance, hein, on va se tromper. Hein. Et quand on croit, on doute. Quand on sait, on n'a pas besoin de croire, on sait. Si on croit, c'est qu'on doute. Et malgré ce doute, bah, je croyais. Parce que croire, c'est vouloir y croire. Et moi, cette croyance, elle s'est passée un peu comme moi et la religion. Quand j'étais petit, j'allais au catéchisme. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'équivalent en Suisse. Au catéchisme, ouais. J'y allais, et puis tous les mercredis, comme ça, j'adorais aller voir les sœurs qui nous racontaient l'histoire d'un type comme ça qui parcourait les chemins et qui racontait à d'autres gens un autre chemin. J'aimais beaucoup son histoire, j'adorais ça, le catéchisme. J'avais vachement plus de mal avec l'autre, son père. Je sais pas, ça ne prenait pas pour moi. Je sais pas, vous savez, une distance. Je ne le voyais pas, je ne le percevais pas, je ne le sentais pas. C'est là que les sœurs étaient fortes, elles nous disaient, mais ça sert à ça la prière. La prière, à force de lui parler, vous allez sentir, il va vous répondre, vous allez sentir une chaleur, là. Vous aurez vos réponses, il vous parle. Mais moi, je ne priais pas. J'y croyais pas, moi je trouvais le geste ridicule, pour tout dire enfant, pour dire tout seul comme ça. Donc, je ne priais pas. Et un soir, j'ai 10 ans, je dis, allez, oh, tu ne vas pas mourir idiot, si tu ne testes pas, tu ne sauras pas, si c'est si facile que ça, vas-y, prie. Alors, je m'y mets. Notre Père, qui est... Non, notre Père, ça ne va pas marcher, c'est un peu ridicule, là je débarque comme ça. Si je lui balance un Notre Père, on est des millions à l'envoyer en même temps, ça va passer dans ses spams. Ouais, je sais. Je ne vous demande rien pour moi, mais protéger ma famille. Croyez-le ou pas, miracle. Je l'ai eu ma réponse. Et pas la petite, tout de suite, le lendemain matin. Une réponse, une vraie. Enfin, ça ressemblait plus à un coup de fil, en fait. Ma grand-mère nous appelait pour nous dire que mon grand-père était mort dans la nuit. Là, on doute. Et je vais cultiver ce doute jusqu'à assumer, en fait, d'être athée, de ne pas croire. Parce qu'il faut assumer ce truc-là. C'est pas évident, hein, de ne pas croire face à des gens qui croient. C'est pas qu'ils aient tort ou que j'ai raison, hein, ou l'inverse, c'est pas le sujet. Mais assumer d'être athée, on passe, je sais pas si vous voyez, on passe par des phases, ouais, moi je suis agnostique. Voilà, ça passe bien, voilà, il y a le doute qui est permis. Non, j'ai assumé d'être athée, mais ça a mis des années. Et bien c'est ça qui s'est passé pour moi et l'enseignement à distance. C'est ce que je vais vous raconter. Mais avant de commencer, il faut que je vous dise, très clairement, que l'enseignement à distance et l'école numérique, c'est une dépossession programmée de vos savoirs, de la transmission de vos savoirs et du travail. Je reprends chaque mot, ils sont tous importants. C'est une dépossession. Cette dépossession est programmée. C'est celle de vos savoirs, de la façon dont vous pouvez les transmettre et de votre travail.
En France. D'accord. C'est qui vous? Nous tous. Nous tous. Toute la société. On y va? Mon histoire commence précisément le 7 janvier 1980. J'ai alors à peine 7 ans et je regarde pour la première fois à la télévision, sur le téléviseur noir et blanc familial, celui qui va devenir mon premier héros, Albator. Lorsque je regarde Albator à la télévision, je suis Albator, le pirate de l'espace. À bord de mon vaisseau, l'Atlantis, avec mon équipage, je parcours la galaxie en quête de liberté. L'homme a conquis la galaxie, exploré les planètes, exploité les minerais pour en fabriquer des machines, des robots qui le servent. Mais sous son enveloppe charnelle, l'homme est resté vide, indifférent à ce qui se passe autour de lui. La technologie a paralysé l'âme et le cœur de l'homme. Les écrans bloquent leur esprit. Ils ne pensent plus, ils ne réfléchissent plus, mais ils se croient heureux. Et le gouvernement de la Terre, impassible, oisif, ne se préoccupe pas du peuple, qu'il classe en autant de classes sociales qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Et moi, le capitaine Albator, classé Z, je suis de ceux qui ont vu venir le danger. Les sylvides, les êtres humanoïdes, attendent leur heure. Elles veulent nous envahir. Albator est pour moi, et je pense pour toute ma génération, des enfants nés dans les années 70, un peu 80, Albator est pour moi le symbole d'un truc qu'on avait à cette époque-là. On avait un horizon, un bel horizon qu'on croyait lointain, mais qui allait être génial. C'était l'an 2000. Pour nous, l'an 2000, ça allait être les voitures qui volent, ça allait être les vaisseaux spatiaux qui allaient débarquer à notre rencontre, ça allait être le progrès technologique érigé au rang de progrès tout court, le progrès social pour tous, partagé. Ça allait être génial l'an 2000. Le progrès dans ma vie va arriver assez vite. Je vais le voir par des petits trucs. 1982, le premier téléviseur couleur à la maison. Waouh, je vais voir mon héros Albator en couleur pour la première fois. En 1987, on va avoir un premier micro-ordinateur, un MO5 tout petit comme ça, de la marque Thomson. Les mêmes qui vont équiper les collèges. Le gouvernement de l'époque en France va équiper tous les collèges de cet ordinateur-là qui sert à rien du tout, même à l'époque. Les enseignants ne sont pas formés pour les utiliser, personne ne sait les utiliser. Et dans la plupart des collèges, ces ordinateurs-là ne servent à rien. Ils restent mourir dans des salles. Mais pas chez moi. Chez moi, ils tournent. Le soir, quand je rentre, je pose mon cartable, je vais directement dessus, je l'allume, je lui tape du code, je lui envoie des informations, et lui, il me répond. En 1993, je vais avoir mon premier vrai ordinateur, un truc qui ressemble plus à ce qu'on a aujourd'hui. Un PC 286, 2 mégas de RAM, 20 mégas de disque dur. Si vous ne comprenez pas ces chiffres, et que l'informatique est loin de vous, comprenez que le plus petit des smartphones que vous avez dans votre poche aujourd'hui est 1000 fois, 2000 fois plus puissant que cet ordinateur-là. Et en 97, la claque. Je découvre Internet. Un autre monde s'ouvre. 99, Internet, il est chez moi. L'an 2000 n'est pas là. Mais les promesses, elles le sont. Mon histoire a un deuxième début. Troisième du coup. Je dois avoir 14 ans vers là, et je commence à entraîner les petits dans le club de basket dans lequel je joue. Une claque. Là, je découvre que j'aime ça. Je comprends plein de choses très intuitivement, que je n'ai pas exprimé à l'époque, mais je comprends qu'enseigner, d'abord, c'est donner de soi. On ne fait pas tous le même métier quand on enseigne, on ne peut pas faire les choses de la même façon, c'est donner de soi. Il y a quelque chose d'assez, on dirait, égotique, quoi. Mais on donne de soi, on donne sa passion, ce qu'on aime, et ça passe par nous, ça passe par leur relation, et je comprends que ça passe par le corps.
Évidemment, au basket, je ne vais pas aller entraîner à distance de l'autre côté de la rue en leur disant « Ah, c'est nul !» Ça ne marche pas. Non, il faut accompagner, montrer les gestes, déjà pour soi-même, puis accompagner l'enfant, lui montrer « Non, vas-y, tiens-toi comme ça, regarde, tiens. » Voilà. On monte le geste, on est dans l'espace, c'est un corps dans un espace parmi d'autres corps. C'est ça enseigner et je le comprends. Je vais vouloir faire un STIT. Je vais à l'université pour faire un STIT. Un STIT, on disait instituteur, professeur des écoles aujourd'hui. Mais je vais arriver à l'université et... Une claque inverse en fait. Je trouve violente l'université. Je trouve qu'elle ne respecte pas ses étudiants. Je repense à ma scolarité et je trouve que l'école avait été violente. Et je commence à comprendre très intuitivement que ça ne va pas le faire, quoi. Je ne pourrais pas travailler dans cette institution scolaire-là, j'arriverai pas. Je me disais à l'époque, assez naïvement, je vais faire 10 ans et je vais tomber en dépression. Et donc, je refuse de le faire. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, hein. Je suis allé à la fac pour ça, et puis je continue mes études, je vais un peu au bout, sans motivation. Et il y a un petit truc qui existe à l'époque en France, qui existe encore à l'époque, qui s'appelle le service national, le service militaire. Les garçons doivent aller porter les armes pendant 1 an, faire le guignol. Moi, hors de question, quoi. Moi, porter les armes, non, je ne voulais pas. Donc je refuse, je fais ce qu'on appelle une objection de conscience. Et je dois aller travailler dans une association, dans une administration, peu importe, hors du militaire, pendant 2 fois plus longtemps. Et ce petit chemin-là va m'amener aux portes d'un centre social dans lequel le directeur va me repérer et va me proposer un boulot, un premier boulot. Former des adultes à l'informatique. Wow, on est en 1997. L'informatique en 1997, les gens ne savent même pas qu'il y a Internet et que ça arrive et que ça va changer leur vie. Ce qu'ils voient, c'est beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Parce que dans la plupart de leur boulot, ça change, ça commence à changer. Ils voient qu'à côté, là, on leur impose l'ordinateur. Si eux, ils ne comprennent pas le truc, ils vont perdre leur taf, c'est le collègue qui va l'avoir, la meilleure des places, etc., etc. Et donc, ils ont peur. Et même pour les personnes les plus âgées, il y a une pression, une injonction au progrès qui leur est faite. Comment dire, leurs enfants, plus jeunes qu'eux, commencent à se mettre à leur ordinateur et leur imposent d'avoir leur ordinateur. Eux, c'est pas ça qu'ils veulent aller jardiner. Enfin, vous voyez ? Et ces gens-là viennent me voir, et pendant 10 ans, je vais les former à l'informatique. Je vais comprendre plein de choses, hein, mais c'est toujours un peu les mêmes choses. Je vais comprendre que cette appréhension, il faut jouer avec, il faut essayer. Le premier des rôles, c'est voilà, de l'évacuer, en fait, cette appréhension. Il ne faut pas qu'ils aient peur, il ne faut pas qu'ils viennent en se pensant que ça va être l'école, quoi. Et je les mets par 2 sur l'ordinateur, à 2 sur un écran. Comme ça, ils peuvent voir ce que l'autre fait bien, de moins bien et tout. Ils peuvent parler, voilà, on évacue la peur. Et puis, je vais comprendre que à l'espace, il va falloir que je joue parce qu'ils sont quand même derrière des écrans comme ça et que je ne peux pas trop leur demander de faire l'effort pour me regarder, de faire ça, c'est pas facile. Et donc, du coup, je vais tourner, je vais jouer avec eux dans l'espace pour jamais ne perdre personne de vue. Et je vais travailler ces choses-là et apprendre un peu de pédagogie au fur et à mesure avec ces bases-là qui sont le corps dans l'espace. Mais au bout de 10 ans, on s'ennuie un peu. On a envie de gagner un peu d'argent, l'animation, ça ne paye pas. Et je vais me retourner à la fac. Je vais passer un Master 2 d'ingénierie pédagogique. Et ce Master 2, c'est en fait apprendre l'enseignement à distance. Ce Master 2, je vais le passer moi-même à distance. Je vais voir ce que c'est que d'apprendre seul chez soi et d'avoir toute cette trouille-là, toutes ces difficultés d'approche quand on n'est pas dans la relation et qu'on doit apprendre et être enseigné, patati patata. Je vais ressentir ça. Et ça va m'amener à un recrutement. Dans une université, ça fait 1 an que je cherche du boulot. J'en ai marre. Des fois, je suis à ça d'avoir un boulot, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, ce poste, mais il est pour moi, quoi. Il est pour moi. Il parle pour moi. Ça se lit dans la description du poste. Je sais qu'il est pour moi, je sais qu'ils m'attendent et que j'attends ce poste. Et j'y vais vraiment avec une passion d'enfer et convaincu que si je donne ce que j'ai, j'aurai le poste. Et je vais refuser 2 injonctions. Parce que ça fait 1 an que je porte des chemises ou des vestes et que ça ne marche pas. Et que je ne suis pas bien en chemise, j'aime pas. Ça se sent quand on n'est pas bien dans un vêtement, on arrive à l'entretien, on est là,
Ça marche pas, ça peut pas marcher. Et là, je dis, non, non, ça va, je vais aller en t-shirt, quoi. Je vais en t-shirt. Ils me prendront pour qui je suis. Parce que je suis le plus fort. Ouais, calme-toi. Et puis, il y a une deuxième injonction que je vais refuser. Il était dit que on devait se présenter avec un PowerPoint. Vous voyez ce que c'est un PowerPoint? On diffuse des diapositives sur un mur derrière, là. Ben, je ne vais pas me présenter là, je suis là. C'est idiot. Non, je ne fais pas ça. Je refuse d'utiliser un PowerPoint. C'est con, hein, le truc, mais je veux dire, j'ai compris ce que c'était que le PowerPoint déjà à l'époque. Je l'ai utilisé dans mes cours, dans mes formations. J'ai compris que ça ne marche pas. J'ai compris que quand on veut expliquer quelque chose, il vaut mieux être dans le rythme de l'autre, plutôt que dans son rythme à soi ou dans le rythme du truc, là. Donc, du coup, un crayon, un tableau, et on écrit au fur et à mesure, et on voit ce qui se passe, là. Vous voyez? C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant. On n'a pas besoin de ces trucs. Donc, je ne veux pas l'utiliser. Je ne veux pas aller me vendre dans un entretien où je veux être spécialiste de l'enseignement à distance et me vendre avec des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, je le refuse. Mais, je suis ingénieur pédagogique, ou non? Alors j'utilise quand même un logiciel. Et le logiciel que je choisis d'utiliser, en fait, j'inverse le truc. C'est-à-dire que plutôt que ce soit le PowerPoint là qui me guide, vous voyez bien que ça ne marche pas, regardez, il n'est pas là, je me retourne déjà. Ok? Est-ce que c'est ça qui va se passer avec un PowerPoint? Il va se passer que vous, si vous êtes des élèves ou des étudiants, vous allez avoir tellement peur que je passe à la diapo suivante que vous n'allez pas me regarder, vous allez prendre des notes, vous n'allez plus être là, vous n'allez plus être dans la relation. Et moi, je vais disparaître derrière lui. Je vais devenir son appendice. Hein, c'est pas lui qui est ma prothèse, c'est moi qui serai la sienne. Donc je ne le veux pas. Mais le logiciel que j'utilise, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui parle, on est dans la relation, dans l'entretien, d'embauche, et je diffuse les diapos au fur et à mesure de ce qui se dit. Je n'ai pas prévu à l'avance dans quel sens ça va faire. On pose une question, ah tiens, diapo 8. Pouf. Très fort, ça marche. Là, dans l'entretien, il y a Francis et il y a Berthier. Francis, c'est l'enseignant-chercheur qui a voulu mon poste. Lui, il en a ras-le-bol que dans son université, il n'y ait pas de pédagogie. Qu'on laisse les choses se faire n'importe comment, et que les services informatiques dans cette université-là veulent prendre les rênes et imposer du logiciel, leur logiciel, à tout le monde. Sans concertation, sans prise en compte de la pédagogie. Il ne veut pas de ça. Et il a réclamé mon poste, il l'a eu, et il me veut moi. Et là, je le comprends, parce que quand je lui montre ce logiciel-là, il va passer 20 minutes à me poser des questions avec de la bave, là. J'ai le poste, quoi. Et puis, il y a Berthier à côté. Comment vous parlez de Berthier? Lui, il aime les chemises et les PowerPoint. Mais je vais l'avoir, le poste. Ce truc-là, le PowerPoint, c'est pas anodin. Je commence par ça parce que il me semble que tout est là, en fait, dans ce petit logiciel foireux, là. C'est-à-dire que, quelque part, on a envie de disparaître derrière lui. C'est fatigant d'enseigner, hein. Former, enseigner, c'est très fatigant. Et quand on fait ça, et qu'on arrive un peu fatigué un jour, eh ben, on peut trouver du plaisir à se cacher derrière. À se dire, on est guidé, vous voyez. Donc ça manifeste déjà le plaisir d'être remplacé, en fait. Ou parfois la nécessité. Et c'est grave. Ingénieur pédagogique, ça vous parle, hein? On m'a dit, il faut quand même que tu expliques ingénieur pédagogique parce que personne ne comprend. Ah oui, c'est fait pour. Ingénieur pédagogique, si vous voulez, c'est plein de métiers à la fois. Mais imaginons qu'un virus arrive et qu'on mette tout le monde à distance. Imaginons. Les profs ne savent pas faire. Ils ne sont pas formés pour ça. Leur métier, c'est d'enseigner, pas d'être à distance. Leur métier, c'est d'être dans la relation. Ils ne pourront pas savoir quoi faire, quel logiciel utiliser, qu'est-ce qui peut marcher éventuellement, comment on tient compte de la motivation, comment on tient compte de ce qui ne se passe pas parce qu'on n'a plus la relation, vous voyez. Et bien l'ingénieur pédagogique, c'est le super-héros qui est là pour ça. Lui, il connaît le numérique et il connaît la pédagogie. Et il est capable de faire un mix des deux. Théoriquement, l'ingénieur pédagogique, il sert à ça. Alors je vous disais que ça ne marche pas. Lorsque j'ai eu mon Master 2 d'enseignement à distance, d'ingénierie pédagogique, un des enseignants est venu nous voir à la fin, en nous disant « Bon, il
faut que je vous avoue quand même, j'ai un petit peu une mauvaise nouvelle pour vous. On ne peut pas le dire comme ça, mais l'enseignement à distance, ça ne marche pas. Là, tu comprends pas, quoi. Et il explique. Lui, il travaille sur l'efficacité en termes d'apprentissage de ces outils-là. Est-ce que ça marche, quoi? Et il fait des calculs mathématiques. Il est mathématicien, c'est son métier, et il fait des calculs mathématiques sur l'efficacité. Et il nous dit, moi, j'en reviens toujours au même calcul, c'est 20% des gens qui sont en capacité d'accepter l'enseignement à distance. Vous pouvez accepter l'enseignement à distance, vous vous oubliez. D'accord? Ah oui, mais c'est injuste, du coup. En capacité d'accepter, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. Hein. Ça veut dire que comme moi, on est une bête de course devant un écran. Ça veut dire que comme moi, on est capable de ne pas être trop fatigué devant un écran et de tenir la route. Ça veut dire que quand il y a un bug, on est capable de le réparer. Ça veut dire qu'on est capable de se motiver tout seul, pédagogiquement parlant. Ça veut dire qu'on est capable de se débrouiller, mine de rien, en groupe à distance ou tout seul. Ça veut dire toutes ces choses-là. C'est plein de trucs. Ça veut dire que chez soi, on a un environnement qui est favorable aussi. On a une famille qui va l'accepter. C'est un des principaux problèmes. Hein. Le fait d'avoir, par exemple, une seule pièce à vivre pour tout le monde, ou un ordinateur pour la famille, ou une femme ou un mari qui n'accepte pas qu'on ne soit pas là. Vous voyez ce genre de choses. Ben, c'est très important à prendre en compte. Et c'est tout ça qui, dans le lot dans ce jeu-là, en fait que 20% d'entre vous sont capables d'accepter de l'enseignement à distance. Pour les autres, ça ne marchera pas. Quand il a dit ça, du coup, pendant 2-3 ans, quand j'étais embauché à l'université, j'essaye de faire mon taf sérieusement et de me renseigner, quoi. Et je vais éplucher les études qui existent sur la question. Je vais me mettre à fouiller pour voir, mais qu'est-ce qu'on a étudié sur la question et qu'est-ce qui marche pas, parce que moi j'y croyais, je vous dis. Évidemment, j'y croyais, je voulais y croire. Donc je fouille pour trouver des choses qui marchent. Et ce que je vois, c'est que partout dans le monde, on le sait depuis tout le temps que ça ne marche pas. Quand il y a eu la radio qui a été inventée, ils ont essayé, ça ne marchait pas. Quand il y a eu la télévision, ils ont essayé, ça ne marchait pas. On le sait depuis longtemps que ça ne marche pas. Et le numérique, ça ne change pas la donne. C'est pas vrai. C'est pas parce que soi-disant c'est mieux, c'est plus moderne. Ça ne marche pas mieux. Et en fait, au mieux, on a 40% des cas étudiés qui peuvent amener à un résultat d'apprentissage équivalent à ce qu'on appelle le présentiel, quoi. 40%, ou au mieux on arrive à l'équivalent. Waouh! Tout ça pour 20% qui peuvent l'accepter, attention. Hein. Ça fait pas beaucoup, quoi. Pourquoi ça marche pas? Un simple truc qui permet de le comprendre, les signaux faibles. Est-ce que vous savez ce que sont les signaux faibles? C'est un signal faible, c'est un signal faible, un signal faible, un signal faible. Il y en a plein, c'est bourré de signaux faibles en fait. Vous faites exprès là. Pourtant, moi je suis pas fort, je les repère pas souvent les signaux faibles. Mais les signaux faibles en fait, c'est tout ce qui en vous parle, mais qui ne se voit pas vraiment. C'est un enfant dans une classe qui regarde par la fenêtre et qui s'ennuie. C'est un signal faible, il faut en tenir compte, quoi. C'est quelqu'un qui fait ça, là. Hein? C'est un signal faible, il faut en tenir compte. C'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, ou pas comme il faudrait. Et donc, il faut corriger le tir. Voyez? Si vous avez un chahut dans le fond de la classe, oui, on peut toujours se dire, bah oui, mais au fond, c'est des cancres. Ouais, c'est peut-être aussi vous. Vous voyez, la motivation, c'est double. Hein? Ça va dans les deux sens, la motivation. Là, c'est ça, les signaux faibles. Vous faites comment, à distance? Alors, il y en a qui disent, si, sur certains logiciels, tu as une icône, tu as une main, tu cliques dessus, ça lève la main. Continue à y croire. Je ne sais pas si vous connaissez les MOOC, M-O-O-C. J'appelle ça les formations massivement multijoueurs. En fait, les MOOC, c'est des formations en ligne où on met des dizaines, des centaines de milliers d'étudiants sur la même formation avec soi-disant le même prof. En fait, il n'y a pas de prof, ils ont préenregistré des vidéos. Derrière, il y a un QCM. Vous savez, les QCM, hein, vous posez une question, réponse A, réponse B ou réponse C. Voilà, c'est comme ça qu'on évalue, c'est super, merci, au revoir. Et puis derrière, si vous avez réussi, vous passez à la question au chapitre suivant avec une nouvelle vidéo, etc. C'est ridicule comme truc. Les MOOC, il ne faut pas déconner avec ce truc-là, hein, le gouvernement français il mise là-dessus. C'est 95% au mieux d'échecs.
La plupart des MOOC, c'est 99% d'échecs. Faites le calcul sur une classe de 30 élèves. L'enseignement à distance, c'est plus de temps, beaucoup plus de temps, pour tout le monde, hein, qu'on soit enseignant ou étudiant, beaucoup plus de temps. Il faut travailler beaucoup plus. C'est beaucoup plus d'argent, ça coûte super cher. Et l'énergie qu'il faut balancer pour faire ce truc-là quand on est prof ou quand on est étudiant, c'est une énergie démentielle, en fait. C'est ça l'enseignement à distance. On n'a pas besoin de ce truc, en fait. Quand j'étais à l'université, j'allais dans les mecs, tu sais, vous savez, les grandes conférences, hein, là où tous les spécialistes de la question se réunissent et boivent un coup et sont super contents de partager la même passion de leur métier et de progrès. On va voir les nouvelles machines, vous voyez, les mecs. Voilà, j'ai jamais trouvé quelque chose de vraiment... j'y allais 2-3 fois par an, j'ai jamais trouvé quelque chose d'intéressant. Une fois, il y a un conférencier, un prof, dans une école, Bac+2, BTS, je ne sais plus trop quoi, qui fait une conférence sur un sujet précis, très intéressant. Il nous parle de ces étudiants qui n'arrivaient pas à comprendre le principe de création d'une courbe ou d'un diagramme. Ils ne comprenaient pas. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les étudiants ne comprenaient plus, ils échouaient à leurs examens, alors que quelques années auparavant, ils comprenaient. Puisqu'il n'y allait pas dans leur enseignement, vous voyez. Ils changent une fois de logiciel, pareil. 2 fois de logiciel, pareil. 3 fois de logiciel, pareil. Au bout d'un moment, il stoppe, ça va. Il va voir son président et lui dit « Je voudrais acheter des duplos. » Vous savez, les gros Lego pour bébé. Le président lui dit « Je ne veux pas acheter des jouets. » Alors il l'achète sur son budget propre, qu'il nous raconte. Et puis il arrive avec ses étudiants, et le ringard, quand vous allez rire, il leur fait faire des calculs sur du papier avec un crayon. C'est déjà... Hein, oui, parce qu'avant, les étudiants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient leur tableur, et puis ils remplissaient les cases, le logiciel faisait les calculs, et puis il leur sortait le diagramme ou la courbe. Voilà, c'est quand même... Hein, c'est claquant, quoi. Là, non, papier, crayon, et puis derrière, quand on a fait les calculs et les tableaux, et ben on prend les duplos, on se met par terre, et puis on monte les diagrammes, comme ça. Que croyez-vous qu'il advint? Ça a remarché, dis donc. Il comprenait. Intéressant. Et pourtant, l'école de demain s'appuiera largement sur de l'enseignement à distance. Ça, c'est Jean-Michel qui l'a dit. Jean-Michel qui? Ok. Il a dit 2 fois en 2020, c'était pas une erreur, hein. Il a dit 2 fois, il l'a répété ce truc. Il est même allé un peu plus loin quelques mois plus tard. L'école de demain sera à distance et devra articuler présentiel et distanciel. Bon. Ouais, là je vois les signaux faibles. Là vous allez me demander, bah ouais, mais qu'est-ce que tu faisais là? T'avais compris en fait. Tu ne n'arrêtes pas de nous le répéter, que tu doutais. Ouais. Qu'est-ce que je faisais là? Je me suis longtemps posé la question en fait. Comment ça se fait Comment ça se fait? Ce qui est bien à l'université, c'est qu'on rencontre quand même des gens intéressants. Je vais critiquer l'université beaucoup, hein, mais on rencontre des gens chouettes, quoi. Enfin, il y a des universitaires, des chercheurs, des chercheuses formidables. Enfin, bon. Il y en a une particulièrement à qui je pose la question quand je lui demande, d'après toi, je suis perdu là. Et elle me dit, bah, c'est tout bête ton truc, ça se résout facilement. Là. Elle me dit, quand tu es perdu, il te faut une carte. Si tu as perdu ton chemin, tu prends une carte. Fais-toi ta carte. Ah ouais. Vous voyez de qui je parle? Une anthropologue? Non? Vous ne voyez pas? Elle est un peu linguiste aussi. Vous voyez, un peu comme Emmanuel Todd, je ne sais pas si vous connaissez le type. Un peu pareil, non? Vous ne voyez pas? Non? Géographe? Elle est tout ça, la petite brune. Non, vous ne voyez pas? Ma fille, elle avait... Quoi, elle était haute comme ça, elle la connaissait déjà? On l'appelle? Elle est là. On y va? Elle ne vient qu'en chanson? Claquer des doigts? En rythme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me faire une basse un peu jazzy là? Une basse jazzy? Elle vient pas sans? Voilà.
Dora l'exploratrice. C'est fort ce truc. Je vais recibler un peu le truc. Tout le monde ne connaît pas forcément Dora l'exploratrice. Enfin, je veux dire, c'est pas. Elle a vécu, hein, c'est la poupée de ma fille. Et je veux, c'est pas. Dora l'exploratrice est apparue dans les années 2000 à la télévision. C'était un personnage de dessin animé. Les auteurs parlent d'elle comme celle qui allait permettre aux enfants de perfectionner les savoirs fondamentaux. Savoir compter, un peu parler anglais, lire quelques mots, vous voyez, répéter des choses, c'était vachement fondamental, quoi. Et ça sert à ça, quoi, selon eux. Ils appelaient ça du ludo-éducatif. Ils disaient aussi d'elle, c'est génial Dora parce que c'est interactif. À la télévision. Alors, dans Dora, en fait, elle se fait accompagner de pas mal de personnages et quand elle a besoin de la carte, il faut dire carte. Non, ils n'ont pas compris. Il faut dire carte. Carte. Pardon. Carte. Ça, c'était mon chemin. Ben oui. En fait, moi, je pensais naïvement, depuis tout petit, que quand on arrivait dans la vie, on prenait le chemin de la vie, et puis quelque part, en fait, on allait dans la forêt des savoirs, on apprenait des trucs, quoi. Et ça nous aidait à grandir et aller tout là-haut, vers le chemin de l'émancipation, quoi. Et ce chemin de l'émancipation, quand je parle d'émancipation, je ne parle pas tant de l'émancipation individuelle. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse personnellement. Évidemment, c'est important, mais... Et l'émancipation collective, alors? Et la possibilité pour une société de se dire, une génération vivra mieux, saura plus de choses que la précédente. S'émanciper, quoi. Et quelque part en chemin, moi j'ai cru à ce que me disait mon prof de Master 2. Il nous disait, en somme, l'enseignement à distance, c'est remettre de l'humain là où il n'y en a pas. Moi j'ai cru à un moment qu'on pouvait faire ça et que ça allait marcher. Tu veux m'aider ? Dis, le numérique, où est-ce que je le mets? Là? Là? Ou là? Ouais, c'est gagné. Là, j'ai pas 36 mains. Alors, voilà. Ah, vachement bien aujourd'hui. Et tout ça, tout ça, c'est la faute à Albator. Non. Ça peut se faire dans le silence, ça, l'Albator. La faute à Albator, parce que, voyez-vous, moi, dans mon vaisseau spatial, l'Atlantis, c'est bourré de technologie. Il y a des écrans partout. Des écrans partout, là, des grands trucs. Moi, quand je parle à mon ennemi et que je vais le tabasser un bon coup à coup de missile, moi, je lui parle d'abord. Je suis pirate, hein, un peu d'honneur, quoi. Donc, je lui parle et je lui dis, ça va, toi, c'est bon, t'es prêt à mourir? Vous voyez, écran interposé, c'est génial, c'est super classe, quoi. Et puis, il y a un truc très très fort dans l'Atlantis, c'est que c'est bourré de gadgets. Vous allez avoir un détecteur de planètes, vous allez avoir des détecteurs de métaux pour savoir quel minerai il y a, un Google Maps, vous voyez, des trucs comme ça. Et il y a un ordinateur géant, une sorte de cylindre énorme qui monte jusqu'au plafond d'une salle gigantesque, avec des lumières comme ça qui tournoient tout autour. Et cet ordinateur-là, il est génial parce que quand moi, le capitaine Albator, je ne suis plus capable de prendre une décision, lui, il le peut à ma place. De l'intelligence artificielle. Il est très fort cet ordinateur parce qu'il a été conçu par mon ami qui est mort, mais au moment de sa mort, il a donné des consignes claires. Son cerveau devait aller dans l'ordinateur. Parce que c'est ça le truc.
c'est que il y a cette question du progrès, là. Cette question de l'injonction au progrès. C'est bourré, nos vies sont bourrées d'injonctions au progrès. On est obligé de suivre. On nous impose de le suivre et on ne nous pose pas la question, est-ce qu'on suit ou pas, quoi. Vous en connaissez tous et toutes des phrases sur l'injonction au progrès. Vous en avez en tête ou pas? Trucs comme ça auxquels on ne pense pas et finalement, ça nous fait rentrer dans la tête que le progrès, c'est forcément bien. Vous en avez pas? Je vous aide? On n'arrête pas le progrès. Tout le temps, en permanence. David Noble, un spécialiste de la question, un philosophe américain, lui répond, si. C'est bien la philosophie, hein. Je ne sais pas si vous l'avez en Suisse, celle-là, mais en France, elle revient tout le temps. Dès que la question du numérique à l'école revient, il y a toujours un politique à la télé qui va dire « l'école ne doit pas rater le train du numérique ». Comme si c'était un train qui passe qu'une fois, quand on l'a raté, c'est fini. Entrer dans la modernité. Qui n'est pas encore entré dans la modernité, là? Levez les doigts. Hein, qui? C'est important, hein, rentrez toutes, hein, tous. Très important. La révolution numérique. J'adore cette expression. Ça ne veut rien dire, hein, mais Jean-Michel Blanquer, lui, il voit des révolutions numériques tous les ans maintenant, il a dit. Vous voyez? Il faut vivre avec son temps. Bah oui, il faut vivre avec son temps. Tu vis avec ton temps? Ah, moyen quand même. Ah. Ouais. Et puis il y a aussi le fameux, il faut changer de logiciel. Comme si tout était informatique, vous savez. Est-ce que vous aimez les QCM? Non, moyen. Ouais, je suis un peu... On va en faire quand même. Hein? On va en faire quand même, vous allez jouer le jeu. Je vous propose d'abord un petit exerciceur. Un QCM. Je vais vous lire un texte et vous allez me dire en quelle année il a été écrit ce texte. Vous êtes prêts? Oui, tout commence à l'école. Et si l'informatique vient d'y faire son entrée, elle ne doit pas se trouver à côté de la lecture, de l'écriture et du calcul, un domaine supplémentaire d'enseignement. Elle transforme la manière même d'acquérir ces moyens de la connaissance. Bien utilisée, elle permettra de maîtriser comme jamais auparavant, vous m'entendez, comme jamais auparavant, l'apprentissage de chaque savoir particulier. Est-ce que cette phrase a été prononcée en 1983, en 2000 ou en 2011? 83. Le mot-clé qui vous mettez sur la voie, c'est le mot informatique. On ne dit plus informatique aujourd'hui. C'était 83. D'après vous, qui l'a dit cette phrase? C'est un Français. Mitterrand. Exerciceur 2, on va faire un texte à trous. Je vous lis un texte et il y a des trous, il y a des blancs, il faut deviner les mots manquants. Ça vous va? Petit indice. Ce texte a été prononcé aux assises de l'intelligence artificielle pour l'école. Elle est géniale, cette expression, ça existe. Hein. Nous sommes en phase d'accomplissement avec 25 siècles... Oui, c'est de la poésie, pardon. Nous sommes en phase d'accomplissement avec 25 siècles d'attente de l'idéal socratique, celui de l'interactivité, celui d'une maïotique réalisée réellement. Non parce que nous robotiserions l'éducation, non pas parce que nous la rendrions totalement technologique, mais au contraire, parce que nous réussirions une interaction réussie grâce à un couple réussi entre l'homme et la machine. C'est très fort en exerciceur quand même. Vous devriez faire de l'enseignement à distance, vous auriez vos diplômes. À mon sens, la question majeure de notre époque, c'est comment un monde de plus en plus technologique peut être un monde de plus en plus humain. Qui a écrit ça? C'est de Blanquer. Mince, il est partout. Il y en a plein. Je vous jure, j'avais une liste longue comme le bras de citations comme ça depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme en fait tout ce qu'ils peuvent dire. Ma préférée, je vous la donne quand même. Luc Châtel, ministre de l'Éducation en 2010 en France. L'avenir de l'école ne s'écrira pas à la craie sur un tableau noir. Dites-moi qu'il n'est pas poète, sérieux. Le numérique doit maintenant révolutionner l'école. C'est un coup de phrase comme ça, quoi. Enfin, allez, on finit en écoutant Laurent Fabius, qui en 84, dans un livre, écrivait à ses enfants sur le futur. Vous pratiquerez plusieurs langues et plusieurs technologies. Vous changerez plusieurs fois de métier. Vous vivrez réellement l'égalité entre hommes et femmes. Vous dépasserez les frontières. Peut-être même commencerez-vous votre vie sur cette terre pour passer ensuite une partie de votre existence dans des stations spatiales ou sur d'autres planètes.
c'est votre temps de vie lui-même qui va profondément se modifier. L'école, le travail, la retraite. s'échangeront et s'entremêleront. La frontière entre ces trois âges disparaîtra. Vous vous formerez tout au long de la vie. Vous récuserez, la retraite couperait. En 1984, ça s'invente pas. 84. Il y a une idéologie du progrès, en fait, qui existe. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'idéologie du progrès, c'est un mythe. C'est un mythe. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé la question, assez compliqué pour la plupart, mais c'est pas ça qui est gênant, c'est que la plupart des auteurs qui traitent la question ne donnent pas réellement de façon de récupérer pour soi ce problème, en fait. Vous pouvez lire Jacques Ellul, qui a beaucoup travaillé le truc. Bon, lui, il est mort très pessimiste en disant, de toute façon, on est tous foutus. Ben ouais, il parlait de la technique, en disant que la technique, en fait, tout ce que l'homme invente, quoi, ça ne fait que s'accélérer, en fait, et on ne peut pas l'empêcher, c'est s'il y a un truc, voilà. Vous pouvez en lire d'autres, hein, Ivan Illich, par exemple. Celui qui m'a le plus aidé, en fait, c'est David Noble, philosophe américain dont je vous parlais tout à l'heure, qui, lui, en fait, nous explique pourquoi c'est un mythe et comment s'en défaire, en fait, de ce mythe. Il a joué aux historiens du travail et de la technologie dans le travail. Il allait chercher, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les ludites et compagnie, tous ceux qui cassaient les machines, en fait, qui avaient compris que derrière la machine, il y avait quelque chose qui les volait, qui les spoliait. Et il nous dit que le progrès, en fait, c'est une double domination sur le présent. Cette double domination s'exerce par le passé et par le futur. Le passé d'abord, ben oui, parce que on constate tous, en fait, qu'on a plein de choses qui sont là, qui sont technologiques, et qui sont plutôt bien. Ça fait la preuve que ça marche et que c'est bien. On est mieux avant. On ne va pas retourner chez les Amish au temps de la lampe à huile, comme dit Macron. Vous voyez le genre de truc. Et ça nous empêche de penser le présent. Parce que, évidemment, on est convaincu que, bah oui, c'est bien tout le temps. Et la domination faite par le futur, elle est vicieuse parce que là, c'est une promesse. On nous promet que ce sera mieux. On nous promet que, mais oui, mais la 5G, quand vous l'aurez, vous verrez, c'est super. Et du coup, cette domination qui s'exerce sur le présent, en quoi c'est pernicieux? Eh bien, ça nous empêche de le penser. On ne peut jamais penser une technologie maintenant. Parce qu'on va nous renvoyer les deux arguments. Et on est incapable de combattre ça. Ça va trop vite et on ne peut pas, collectivement ou individuellement, penser la technologie au présent. Et c'est sans doute là qu'est la clé. Essayez de faire ça. Pas pour dire c'est nul, c'est mauvais, pas pour dire c'est super, on prend tout, mais pour peser, quoi. La crise environnementale devrait quand même nous poser la question, parce que là, il n'y aurait pas des choses à acheter, quoi, vous voyez. En l'an 2000, on a les enfants qui naissent avec le numérique. Alors d'un côté, on va nous balancer des trucs ludo-éducatifs de plus en plus perfectionnés, disent-ils. De l'autre, en fait, un enfant qui naît avec le numérique dans les années 2000, pour lui, le numérique, c'est la nature. C'est comme un arbre, dans le sens où c'était déjà là avant moi. Vous voyez? C'est naturel, c'était déjà là. Et ils naissent avec ça. Je fais partie de la dernière génération qui a connu l'avant. Enfin, la plupart d'entre nous, là, on a connu l'avant, je pense. On peut penser ça. Eux, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Et donc, dans les années 2000, ce qui va changer, c'est que les politiques publiques vont commencer à mélanger un peu tout le truc, c'est-à-dire se dire, on n'a plus besoin réellement de les former au numérique, ils le font tout seuls, ils sont même plus forts que les profs. Ils vont être plus forts que les profs. Non, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on leur permet, au fur et à mesure de leur scolarité, de s'adapter aux nouveaux outils de travail qu'ils auront dans leur vie. C'est le début de la confusion entre apprendre avec le numérique ou apprendre le numérique. Et cette confusion, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Il va bien falloir parler d'école, quand même. Parce que là, ce qui s'est passé sur mon chemin, moi, que je trouvais merveilleux, c'est que quelque part, il y a l'école qui est apparue. L'école dont on dit qu'elle est là pour
acquérir les savoirs nécessaires et que, en fait, on fait comme si l'école était le seul lieu d'éducation et comme si c'était l'État qui devait contrôler ce lieu d'éducation. Vous voyez, c'est comme si c'était acquis chez nous. Il y a l'école. Mais il faudrait quand même se poser la question de cette école. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence gesticulée de Franck Lepage sur la question. Il nous explique un truc, c'est que l'école, en fait, n'est pas démocratique. Sauf en Suisse, évidemment. Elle n'est pas démocratique. Si elle était démocratique, elle aurait une forme plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'en bas, on fait rentrer les enfants, et en haut, on les fait sortir et ils occupent des postes dans la société. Si on a 30% d'ouvriers ici, on a 30% qui occupent des postes importants en haut. Ça, c'est une école démocratique. Une école émancipée. Mais non, l'école, elle est comme ça. 30% d'ouvriers en haut, en bas, vous ne les retrouvez jamais en haut. Dans les postes d'importance, que ce soit dans l'État, dans les grandes administrations, dans les grandes entreprises, vous ne les retrouvez pas. Et donc, il y a une sélection qui se fait, et plus vous montez, plus la sélection, elle est importante. Il y a plusieurs étapes qui ont eu lieu dans notre école, qu'on va appeler massification. La massification de l'école, c'est faire entrer le plus possible d'enfants dans l'école, pour soi-disant améliorer le système et faire en sorte que tous puissent trouver un chemin et avoir un métier. Ben oui, parce que l'école, le but, c'est bien d'aller occuper un métier dans une entreprise. La massification, c'est très vieux. Hein. Pour la France, c'est tout le 19e siècle où il va y avoir une massification progressive. Il y a une dernière étape de la massification qui est importante, c'est celle des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses sont les 30 années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est à reconstruire et on a besoin de monde. C'est-à-dire que l'emploi, en fait, va ressembler à ça. On va avoir besoin de beaucoup de monde au milieu, là. Des emplois très qualifiés, pas tant que ça, dans les 30 Glorieuses. Des emplois non qualifiés, pas tant que ça non plus. On a vraiment besoin de gens qui maîtrisent un métier pour reconstruire le pays. Et donc, on va massifier. On va faire entrer beaucoup plus de monde dans l'école. La massification, c'est ça. Faire entrer de plus en plus de monde, et il y a une concurrence acharnée là. Alors, ça marche au début des années 70, des 30 Glorieuses en France. C'est-à-dire qu'en effet, on a une génération, celle de mes parents, qui a une croissance économique, qui leur permet d'avoir des salaires qui augmentent tout le temps, de consommer de plus en plus et d'avoir des métiers où ils claquent la porte, le lendemain ils trouvent un boulot. Ça marche bien. Jusqu'à 1973, choc pétrolier, où ça commence à se casser la gueule. Alors en fait, ça a commencé avant. Mais 73, c'est fini, quoi. Et les années qui suivent vont poser un problème aux politiques, puisque on ne va plus être dans cette dynamique-là. On va commencer à rentrer dans des années dans lesquelles nous sommes encore aujourd'hui, et ça s'accélère comme ça. Où on va avoir besoin de peu de monde finalement qualifié au milieu. Alors, on ne voit pas l'arnaque parce qu'on a besoin de plus de monde très qualifié. D'accord ? Là-haut, il faut du monde. Mais on a besoin de beaucoup de monde aussi qui n'ont aucune qualification. Ah, mais du coup, il y a un problème. Enfin, je veux dire, il est logique le problème. On va quand même pas mettre un pognon de dingue si en fait on a besoin de ça. Cette question se pose aux politiques pendant tous les années 80. Et en fait, il y a un type qui s'appelle Christian Morrison, dans un document qui s'appelle « La faisabilité politique de l'ajustement », qui en 96 va leur donner la solution. C'est un vrai truc, hein. Tapez sur Google « faisabilité politique de l'ajustement », vous allez voir le texte, il est horrible. Qu'est-ce qu'il leur explique ? Il leur dit « vous ne pouvez pas baisser la quantité ». Ben oui, si vous baissez la quantité d'écoles, ça va se voir. Et là, vous allez avoir les gens dans la rue. Et les gilets, ils vont pas être jaunes. Enfin, ils vont être en colère, les parents. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Mon fils, il va à l'école, il n'a pas de boulot. Donc, on peut pas baisser ou pire, il n'y a pas d'école chez moi. Enfin, on peut pas baisser la quantité. Mais il va bien falloir mettre moins d'argent. Donc, si on met moins d'argent en préservant la quantité,
on va baisser progressivement la qualité. Et ça se verra pas trop. En tout cas, quand ça se verra, ce sera trop tard, ce sera fait, on sera passé, on sera sorti de la massification, on va rentrer dans la marchandisation, on pourra vendre cette école-là, et c'est fait. C'est un peu ça qui va se passer. Et on le voit bien, enfin, ce qu'il dit dans son texte, c'est, par exemple, évitez, si vous fermez une classe dans une commune, de fermer une classe dans la commune voisine, soyez malin, quoi. Allez un peu plus loin, faire le truc pour que ça ne se voit pas. Vous voyez, c'est ce genre de truc. En fait, on ne décrète pas la fin de la massification. On crée les conditions pour qu'elle arrive. C'est un texte de l'OCDE en 2001. Tout ce qu'il y a de plus officiel. Hein. L'OCDE, tu nous rappelles L'OCDE, je ne sais jamais la défini le truc. L'OCDE, c'est un organisme économique indépendant, soi-disant. En fait, c'est tous nos politiques de tous nos pays qui participent à ce truc-là pour faire les mêmes politiques et puis pour vendre. En fait, ils sortent des documents qui sont là pour vendre des politiques libérales à tous nos pays. C'est un think tank, c'est un lieu de pensée libérale, l'OCDE. Ils créent des documents, voilà. En 2001, ils écrivent. Tous n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent être conçus comme si tous devaient aller loin. Là, on a un problème. Alors, on peut se dire, ouais, 2001, c'est récent, l'école, c'est pas comme ça, enfin... C'est que l'école nationale, dans une démocratie de travailleurs comme la nôtre, doit être essentiellement l'école du travail. Elle a pour but de préparer l'enfant à devenir, comme l'immense majorité des citoyens français, un travailleur. D'après vous, qui a écrit ça? Ouais. Pétain. Plus vieux que ça. Jules Ferry. Tout le monde cible Jules Ferry? C'est lui qui a créé l'école républicaine, quoi. 1880, 1882, les lois scolaires en France. Mince, mais on nous disait que Jules Ferry, ça c'est en 1883 qu'il écrit ça. C'était notre pote, normalement, quoi. Enfin... Ah mince, mais il a dit aussi que l'école était là pour instruire, en détournant contre lui l'instruction que le peuple revendique pour son émancipation. On m'aurait menti. Bah ouais, parce qu'en fait, pour comprendre Jules Ferry, pour comprendre notre école, qui se veut républicaine et démocratique, hein, émancipatrice, nous dit-on. Ben oui, l'école, c'est l'émancipation, comme le travail. On nous le dit en permanence. Macron n'arrête pas de le faire depuis des semaines. Pour comprendre Ferry, il faut comprendre le 19e siècle. Le 19e siècle, vous savez, c'est celui de Germinal de Zola, celui des Misérables d'Hugo, hein, tout simplement. Hein, c'est un siècle de misère, quoi. La révolution industrielle, elle est bien pour les uns, mais pas pour les autres. Hein. Elle profite aux uns, pas aux autres. Et en France, c'est un siècle de révolte. Il y en a plein tout le temps. Et les révolutions, c'est pas que la Révolution française 1789. On se trompe quand on croit ça. Non, c'était pas fini. La Révolution française a mis en place une république bourgeoise, pas une république sociale. Et les gens sont pas contents pendant tout le 19e siècle. Et nos élus, enfin nos élites en France, en ont marre de ça. Enfin, je veux dire, ça va quoi, les révolutions, quoi. Ça va, ils sont pas contents. On va arrêter avec ça, quoi. Mais oui, laissez-nous nous enrichir en paix. Et on observe un mouvement ouvrier en France qui naît dans les années 1815, qui va progresser, et en 1850, il va vraiment se consolider, et ils vont créer leurs écoles. On n'a pas encore l'école de la République, mais on a des écoles en France, plein, catholiques, mais ouvrières aussi. Et les écoles ouvrières, c'est des écoles pour l'émancipation. L'idée de l'école ouvrière, c'est il faut que le travailleur, en fait, soit à la source de son émancipation. Ça démarre parce qu'on a décidé qu'on était émancipé. On n'attend pas qu'on nous le donne. On n'attend pas d'avoir un savoir qui vient de là-haut, vertical, qu'on nous impose. Non, non, on va produire notre savoir.
Et donc, ils comprennent très tôt que l'important n'est pas l'accès au savoir. Non, non, c'est l'accès à la production de savoir. Et ça fait qu'ils vont créer des écoles ouvertes à tous, même aux parents, qui peuvent donner leur avis sur l'école, enfin, mixte, plus de 100 ans avant l'école française, mixte. Et ils comprennent que ça va, c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais ça va pas. On a un épisode qui est la dernière révolution en France, qui va être la Commune de Paris. Je vous passe les détails hein, sur le truc, ce serait trop long, je rentrerai dans. Mais ça va finir dans le sang, quoi. Parce que la Commune de Paris, ils vont imposer, en fait, les gens qui vont la faire, ils vont imposer une politique sociale. Et ils vont créer une école, ça va durer que quelques mois, mais ils vont poser les bases de cette émancipation ouvrière. Et Jules Ferry, lui, il est maire de Paris, il s'échappe par la fenêtre, et il fuit à Versailles comme les autres. Et il va garder ces boules-là. Je vous la fais vite, hein, d'accord. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Lui, il va nous dire qu'il faut mettre fin à l'ère des révolutions. Lui, il veut dominer les classes qu'on appelait les classes dangereuses. Vous voyez l'idée? Et pour ça, il va créer une école. Il ne va pas la penser ouverte, mais plutôt fermée, entre 4 murs, dans des classes, chacun derrière son pupitre. On ne se lève que quand on nous donne l'autorisation. C'est pas vrai. On se levait dans ces écoles-là, jusque dans les années 60 en France, on avait le droit de se lever sans autorisation pour une seule raison. Pour tailler son crayon. Parce que la moulinette, elle était sur le bureau du prof, de l'instit, et que là, on avait le droit de se lever parce qu'il faut savoir entretenir ses outils. Et cette école-là, en fait, Jules Ferry, plutôt que de nous donner une émancipation, en fait, tout de suite, pour tous, il va nous promettre une libération future, peut-être, pour quelques-uns. Oui, c'est ça. Pour quelques-uns, si vous travaillez bien, si vous prenez la forme qu'on attend de vous, si vous vous remplissez de savoir, vous voyez, ah oui, dans ce cas-là, si vous pourrez mériter votre place. Mériter votre place. C'est-à-dire que mériter sa place, c'est se voir des portes s'ouvrir. Bah oui, parce qu'à tous les niveaux, il y a des portes fermées. Et si vous méritez, si vous vous remplissez du bon savoir, que vous prenez la bonne forme, oui, là vous montrez que vous pouvez monter. Et on va vous ouvrir les portes. Et donc ça marche que par le mérite, en fait. Et Ferry va inventer une expression géniale. L'égalité des chances. L'égalité des chances. L'égalité des chances, en fait, c'est pour ne pas remettre en cause le système inégalitaire. C'est à ça que ça sert. C'est faire croire que chacun, selon son mérite ou son talent, dit-on, pourra monter, et puis s'émanciper, et puis trouver les meilleures places là-haut, quoi. Et il y a plein d'exemples, hein, qu'on en connaît tous, qui vont faire les grandes écoles alors qu'ils viennent de la classe ouvrière. Oui, mais est-ce qu'ils ont les postes? Et puis combien sont-ils? Et donc ça justifie en fait l'inégalité, ce truc-là, en rendant simplement les élèves responsables de leur échec. Ah ouais, t'as pas bien travaillé à l'école. Ça, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit quand vous étiez gamin. Fallait bosser. Allez. Fallait bosser. Et donc, l'égalité des chances est une fiction, et l'école républicaine de Jules Ferry, c'est un mythe en fait. C'est un mythe. Et depuis 140 ans, nous disons en France, je l'ai dit, je l'ai pensé, je l'ai cru, que cette école en fait elle est bien, mais si, ça marche quand même, regardez quand même, on apprend. Mais oui, évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a du travail qui est fait, on ne peut pas nier qu'il y a des bons profs, des bons instituts, et on ne peut pas nier que, grosso modo, il y a une massification, on apprend des choses, on ne peut pas nier. Mais elle reste injuste, inégalitaire, et surtout, en fait, on croit pertinemment que ces défauts peuvent être corrigés à cette école-là, et qu'on peut corriger les défauts de l'école avec de l'innovation pédagogique. Tadam! Vous voyez ce à quoi on croit?
Ça, c'est ce qui se passe des fois à l'école. Tout ce qui vous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister n'a pas sa place à l'école. Je vous la refais? Tout ce qui vous renvoie à une identité, à une volonté de choquer ou d'exister, n'a pas sa place à l'école. Qui a écrit ça? Dit ça, plus précisément, d'après vous. Une volonté d'exister et de choquer. Ouais, tout ce qui vous renvoie à une volonté d'exister n'a pas sa place à l'école. Ce serait pas Macron quand même. C'est Emmanuel Macron en 2021. Ah, ça, faut le petit Macron. Il en dit des conneries. Son ministre Jean-Michel Blanquer. a même dit, un ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, s'est fait pour avoir une vision globale du temps de l'enfant. Bon, ça va quoi. Un dessin animé, un épisode d'Albator, ça vous dit ou pas? Ouais. On va se... Hein? Et on va dire à Dora de venir les gars. Albator, épisode. Albator, adorable. Le duo chat. Aujourd'hui, Albator et l'enfant. Les enfants changeront tout lorsqu'ils seront grands. Je les aiderai de toutes mes forces, même si je dois y laisser la vie. Il est gentil le pirate! Est-ce que tu le vois le gentil pirate? Montre le gentil pirate! Bravo! C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Certains chercheront toujours à asservir l'humanité. Nous devons nous battre pour que s'éclaire le chemin de la liberté. Tu veux nous aider à trouver le chemin? Tu le vois le chemin? Montre-nous le chemin! Oh non! Tu n'as pas trouvé le chemin. Non mais... Malgré tout, j'ai de l'admiration pour ces enfants capables d'autant de mansuétude, alors qu'on leur promet de si noirs dessins. Oh! Shipper a shippé le joli dessin! Dis avec moi! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! C'est bien, vous l'encouragez pas. Et je pleure sur le sort de ces enfants. J'espère que les hommes finiront par prendre conscience de l'état de léthargie dans lequel ils ont sombré. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Günther Anders, L'obsolescence de l'homme, 1956. C'est pas de la science-fiction, c'est un philosophe. Hein. Joëlle Goron est une scénariste féministe, je crois scénariste, ouais, que j'ai entendu dire dans les années, début des années 2000, un truc qui me reste là. Elle a dit une phrase, mais toute simple. On n'a pas donné les mots aux enfants. Ils ne pourront même pas nous le reprocher. Le truc, c'est que ça fait système, en fait. Les mots que vous avez entendus de la bouche d'Albator, là, et ceux que j'ai cités au tout départ également, c'est les vrais mots qu'il y avait dans les dessins animés d'Albator. Vous voyez le mot mansuétude dans un Dora? Parce que les mots que Dora utilise, c'est ça aussi. En fait, on baisse le truc. C'est la citation de l'OCDE de tout à l'heure, quoi. C'est pas le niveau qui baisse, hein. Faut pas confondre, hein. Les jeunes sont pas cons, quoi. Ils sont pas moins cultivés, ils sont plus cultivés que les gens dans les années 60. C'est pas la question.
c'est la question de l'exigence, en fait, qu'on a. Qu'est-ce qu'on attend d'eux réellement? Et un petit exemple. Il y a un roman une série de romans pour préadolescents qui s'appelle Le Club des 5. Je ne sais pas si vous connaissez le truc, ouais. En fait, c'est des romans qui existent depuis les années 60. Et ils ne font que rééditer les mêmes histoires qu'ils réécrivent pour adapter à leur époque. C'est le même titre, la même histoire. Et il y a un roman qui a été épluché par des scientifiques du langage, en fait. Ils ont pris un roman, la même histoire dans les années 60 et la même édition dans les années 2010. On a perdu 50% du texte dans la même histoire. Les phrases sont 40% moins longues. Et il y a 50% de vocabulaire en moins. Ça fait système. Le truc, c'est qu'on pense avec les mots qu'on a. Hein. Tous, on pense avec les mots qu'on a. Les mots qu'on a dans nos métiers, par exemple, on les avale. Moi, j'ai pas pensé aux miens. Hein. Pour moi, c'était nickel. Hein. L'ingénierie pédagogique, ça marchait. L'enseignement à distance, ça marchait. Il fallait trouver les bons systèmes. Je croyais que je pouvais trouver les bons systèmes. Et c'est les mots qui m'ont fait penser à ça. Il y a 2 mots qui sont apparus dans vos vies avec le Covid. Moi, ça faisait 10 ans que je les connaissais, que je les maîtrisais, que je les utilisais en permanence. Est-ce que vous voyez quels mots qui vont ensemble, de pair? Enseignement à distance. Non? Non. Yes, présentiel, distanciel. Vous les utilisiez avant? Jamais? Moi, oui. Barbara Stiegler, la philosophe, dit, je trouve que c'est elle qui dit la chose la plus juste sur la question, c'est quand on a accepté l'idée d'utiliser le mot distanciel, et donc le mot présentiel, c'est que la présence est devenue une option. Eh ouais, c'est vicieux comme truc. En fait, et quand on y réfléchit, ils ne sont pas opposés en fait les 2 mots. La distance n'a jamais été l'opposé de la présence, c'est l'absence. On devrait parler de l'absentiel. D'accord? Enseignement à distance. Enseignement à distance. Vous voyez la figure de style ou pas derrière le mot? C'est un oxymore. Un oxymore, c'est utiliser 2 mots qui s'opposent, un plutôt positif, un négatif, et notre cerveau va retenir le positif. Enseignement à distance. L'enseignement, c'est la conjonction dans le temps et dans l'espace du fait d'enseigner et d'apprendre. Et on accepte le terme enseignement à distance. J'ai entendu un terme, il est fou ce truc. Téléprésence. Vous l'avez entendu celui-là? C'est génial. Inventer le mot téléprésence, quoi. Qui parlait des disjonctions cognitives, c'est pas ça? Est-ce que vous saviez que, comme vous, Jean-Michel Blanquer a un rêve? Il était humain. Il a un rêve, c'est celui de libérer le professeur. Il est sympa quand même. Il faut avouer, libérer le professeur, c'est chouette. Et il veut le faire parce que Jean-Michel Blanquer, il a compris un truc. Il a compris que l'évaluation, vous savez, corriger des copies, c'est fastidieux et tout, ça sert à rien de perdre du temps avec ça. On a l'ordinateur, on a l'intelligence artificielle qui sait le faire. Et donc, il veut libérer le professeur en mettant des intelligences artificielles qui vont corriger pour eux. Il veut libérer le processeur, en fait. Alors, si je prends ma casquette d'ingénieur pédagogique, je vais vous dire, en fait, il confond, Jean-Michel Blanquer confond évaluation et contrôle. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a une inversion de sens, en fait. Si vous voulez, avec une casquette de prof ou d'ingénieur pédagogique, on doit se dire, l'évaluation, c'est là pour vérifier si on a bien appris. Donc du coup, c'est pour vérifier que l'enseignement s'est bien passé. Donc du coup, on fait un enseignement, on prévoit l'évaluation en fonction de l'enseignement. Ça va dans ce sens-là. Bah ouais, mais si c'est un logiciel qui corrige, du coup, on inverse. C'est l'enseignement qui est au service de l'évaluation. Mais même avec un simple QCM, les étudiants en France, ils ont compris cette année. Bourré de QCM de partout pour beaucoup. C'est facile,
bah, du coup, on fait du par cœur. On n'apprend pas la même chose si on fait du par cœur ou si on essaye de comprendre son cours, vous voyez? Ça change totalement, ça inverse la donne. Et donc, il y a quelque chose qui se joue là dans cette dualité contrôle-évaluation. Mais si je retire ma casquette d'ingénieur pédagogique, je me dis que il y a autre chose dans l'évaluation, en fait. Est-ce que l'évaluation ne serait pas, en fait, déjà du contrôle? Au final. L'évaluation, c'est quelque chose de bizarre parce que ça nous récompense en nous classant. Il y a un classement. Et on est récompensé, on est content d'être en haut. Ça joue là-dessus, en fait. Ça joue sur l'émotion, ça joue sur la fibre affective qu'on a, parce que c'est légitime. On a tous envie d'être validés dans qui on est. On a tous envie d'être récompensés, d'être reconnus. C'est de la reconnaissance. Et ce besoin, il est légitime. Il ne faut pas se tromper, il est légitime. Et l'évaluation valide ça, ou en tout cas remplace cette validation. Parce que la validation, ça peut être autre chose. Hein. La validation, pour un prof, ça peut être autre chose que de l'évaluation. Oui, tu as travaillé, tu as fait ça, je le vois. J'ai validé ton travail. Je me refuse à dire c'est bien ou mal, mais c'est une validation. La reconnaissance fonctionne. Okay. Et puis, c'est bizarre ce truc d'évaluation parce qu'en fait, ça casse le collectif. Ça nous empêche de travailler en groupe. Pour ceux qui sont allés à l'université ou même au lycée, on commence dans ces années-là à faire des travaux de groupe, des exposés en commun. On voit tous le truc. On travaille ensemble, plusieurs. On a envie, nous, d'avoir une bonne note. L'autre, on s'en fiche, quoi. Et donc, le travail va être déjà foiré, en fait, parce qu'on ne va pas travailler réellement ensemble. C'est rare, ce genre de choses. Et c'est l'évaluation qui amène ça, à empêcher de penser collectif. Et puis, on a envie d'être en haut de la pyramide quand les autres seront plus bas que nous. C'est donc une arme du pouvoir, en fait. Parce que c'est le pouvoir qui a intérêt, tout pouvoir a intérêt à nous évaluer. Que nous nous auto-évaluions, que nous acceptions l'évaluation. Et ça passe par le mérite. C'est le mérite qui justifie ça. Il y a un point commun entre l'évaluation, le mérite, l'école. C'est que tous les trois, en fait, tous les trois, se basent sur une croyance en la magie du truc. On croit en cette magie, on croit en la magie de l'école, on croit en la magie de l'évaluation, on croit en la magie du mérite. Et ça joue sur cette émotion-là qu'on a en nous, pour nous envoyer ailleurs. Méritocratie. Vous savez d'où vient le mot? Ça a été utilisé pour la première fois en 1958. Dans un bouquin de science-fiction. Qui dénonçait le truc, évidemment. C'est rigolo que notre nouveau ministre de l'Éducation nationale en France, la première phrase qu'il ait prononcée, c'était « Je suis un enfant de la méritocratie française ». Pour moi, à l'université, avec Francis, ça va bien se passer. Mais avec Berthier, ça va être beaucoup plus difficile, en fait. Il va peser sur moi, il va être... Il va être l'objet d'une violence symbolique qui s'exerce sur moi, en fait, en tant qu'ingénieur à l'université. Moi, ce que je veux, avec Francis, c'est réellement redonner le pouvoir aux profs, quoi, qu'ils soient bien formés dans le truc. Et comme je crois que le numérique peut aider, je leur propose ça, le numérique, un numérique sélectionné, et c'est pas grave s'ils le font pas. Enfin, du moment qu'on travaille la pédagogie, même hors numérique, banco. Mais les services informatiques, eux, ils veulent pas ça. Ils veulent imposer des logiciels, et nos choix, ils les veulent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'installer celui-là. Eux, ils préfèrent celui-là, c'est plus facile. Techniquement, c'est plus facile, donc on préfère celui-là. Oui, mais c'est de la merde. On préfère celui-là. Et on se bat, en fait. Il y a une vraie bataille qui existait avant moi, avant que j'arrive. Mais cette bataille, je la découvre, et Berthier, lui, il devient directeur des services informatiques et il tape. Tous les matins, une petite pique. Ah, t'as mal parlé à quelqu'un, ce qui paraît, un prof. Moi, je me laisse pas faire, je rentre dedans. Hein. Bah non. T'as des preuves? Qui? Pourquoi? Quand? Où? Vas-y. Et tous les matins, ça. Ça pèse énormément.
Et un jour, miracle, je vais voir débarquer mon vaisseau, l'Atlantis. Il va s'appeler CIP, Centre d'innovation pédagogique. C'est un nouveau service qu'on vient de créer. On a réussi à obtenir la création d'un service pour nous. On va être au-dessus du service informatique dans la hiérarchie de l'université. C'est génial. Je ne sais pas si vous imaginez. On va prendre les décisions. On va imposer au service informatique que ton logiciel, et tu prends celui-là. C'est top, quoi. Je vais pirater le système. Ou pas. Pendant un an, on va se battre. Pendant un an, on va gagner toutes les réunions. On nous impose des réunions partout parce que le service informatique, il est colère, et du coup, il va convaincre d'autres services de l'université, des profs. Et chaque fois, ces profs reviennent vers nous en disant « Vous êtes sûr que vous voulez faire ça ?» Et du coup, on crée une réunion. Et puis, on leur explique. On gagne. Et à chaque fois, on ne les prend pas en traître. Hein. Le directeur du service informatique, il est avec nous à la réunion. Hein. Et lui, il est là comme ça. Il perd à chaque fois. Mais derrière, dans les couloirs, la force des réseaux, c'est nous qui perdons. Et pendant un an, comme ça va de victoire, chaque victoire sera un échec. On va tomber, notre service va s'écrouler. On ne va pas réussir à travailler, on n'a pas les moyens, puisqu'ils nous refusent les moyens. Et là-dessus, moi, je vais tomber. En 15 jours, ça va être fini de moi. Je vais faire une crise d'angoisse, crise de panique. Je vais perdre mes capacités, je vais dormir pendant 15 jours, puis pendant un mois. Je vais perdre ma mémoire, oublier des mots, manque de concentration, je ne pourrai plus travailler. Et je vais comprendre alors que je suis dépossédé de trois façons. Je vais être dépossédé de mon savoir, puisque l'université a refusé que je mette mon savoir en avant pour travailler, tout simplement. Et du coup, mon travail, maintenant, je le perds, je suis dépossédé de mon travail. Ils veulent me faire travailler d'une certaine façon, moi, je ne veux pas. Et là, c'est mon corps qui me lâche et qui me dépossède de lui-même. Et je vais me retrouver au placard. Quand je dis placard, il y a des gens qui savent ce que c'est et d'autres qui... Quoi un placard? Parce que c'est pas logique, un placard. Un placard, c'est là où on met des gens quand on n'a plus envie d'eux. On leur donne pas de travail, on les met dans un endroit et tu bouges plus et tu viens au travail mais tu fais rien. La meilleure façon que j'ai d'expliquer, c'est de vous expliquer que au bout de 3 mois de ce placard, le directeur général des services qui était chargé de me donner un boulot en fait, et qui ne me répondait jamais, aucun SMS, alors qu'il m'avait donné son téléphone portable, m'a dit surtout tu m'appelles, hein, on se voit, on va te trouver, on va travailler ensemble à ton boulot, voir comment on fait ensemble, et tu vas nous dire ce que tu veux faire. Super. Et j'y croyais, c'était top. Et pendant 3 mois, rien, pas un SMS, il ne me répond pas un email, il ne me répond pas, je vais frapper à la porte, il n'est jamais là. Impossible. Et là, arrivent les fêtes de fin d'année, au retour du Nouvel An, les huiles là-haut descendent dans les services. Vous voyez, ils disent comme ça. Ils descendent dans les services, le président en tête, suivi de ses acolytes, et en 3e position, il y a le DGS qui est là, et qui me dit « Mais merveilleux, Christophe !» Et il me serre la main comme ça. Là, je ne le lâche pas, et je le prends comme ça. Et je ne vais pas le lâcher, mon petit père. Je lui dis « Je ne lui souhaite pas les vœux, hein. Je ne veux pas, c'était les vœux. Je suis en colère, quoi. » Et je ne le lâche pas. Et je lui dis, au fait, on devait se rencontrer pour mon travail, là, pour savoir ce qu'on fait. Mais vous ne me répondez jamais. On fait quoi, là? Je continue à serrer la main. Et il ne peut pas me lâcher, je serre trop fort. Ça va durer 1 minute, le truc. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est très long. Je lui répète la question. Mais lui, il me sourit. Et il ne répond pas, il me serre la main. Je répète la question. Et il me sourit. Et là, il trouve une faille. Il s'échappe et il se retourne sans me regarder. Et il sort. C'est ça, un placard. On n'en parle pas. On n'a pas le droit d'évoquer le mot. Et lorsque vous le dites, là, ça commence à mal tourner pour vous. En fait, c'était un système asilaire, quoi. Si on... C'est pas ça que je voulais, c'était de l'eau. Ouais. Si on essaye d'abord de vous soumettre votre esprit, et si ça passe pas, on va soumettre votre corps, quoi. Système asilaire. Et l'université, en fait, était vachement prête pour l'enseignement à distance. C'est ce que j'ai compris à ce moment-là, parce que les corps, elles savaient les mettre à distance. Je n'étais pas le seul. Il y en avait plein comme ça. Berthier,
Berthier. Un jour, Francis vient me voir et il me dit « Je t'ai jamais raconté comment s'est passé ton entretien d'embauche ?» Et je dis « Bah non, mais ça m'intéresse, vas-y, raconte. » Et il me dit « Tu te souviens, t'étais venu en t-shirt ?» Je dis « Oui, je me souviens. » Et je lui raconte pourquoi, je lui explique. Il me dit « Ah, c'est intéressant ça. » Et ben tu sais, à la fin, quand on a fait tous les entretiens, moi j'ai dit à Berthier bon, pour moi c'est clair, il n'y en a que 2. Il prend les CV, dont le mien, il les monte comme ça vers Berthier sur la table, et il lui dit « Et c'est lui que je veux. » Et là, Berthier, il lui répond ouais, mais il est fait en t-shirt quand même. C'est ça qu'on attendait de moi, en fait. Venir en chemise et être un agent. C'est-à-dire agir, quoi. Lorsque je suis arrivé à la télévision française, ils m'ont changé mon nom. Eh ouais, je m'appelle pas Albator. Originellement, je m'appelle le Capitaine Harlock. Oh, ça va, Albator, ça en jette quand même. Ça va. Ils ont changé le nom de mon vaisseau. C'est pas l'Atlantis, mon vaisseau. C'est l'Arcadia. Bon. Un détail. Mais là où ça va pas, c'est que je suis le pirate de l'espace. Le pirate. Vous savez comment ils m'ont appelé à la télévision française? Le corsaire de l'espace. Eh, c'est pas pareil. Le pirate, lui, il veut la liberté pour tous. Il cherche l'émancipation, la sienne d'abord, et il la revendique. C'est ça qu'il veut. Moi, Albator, c'est ça que je voulais. Trouver une planète sur laquelle l'humanité pourrait vivre en paix, en toute liberté. Indépendamment de ce gouvernement de pourri, là. Et on me parle de corsaire. Le corsaire, c'est celui qui travaille pour l'État. Ok? Colère, Albator. Albator, il avait vu venir les sylvidres. Ce qui est sympa avec les sylvidres dans Albator, c'est que c'était des êtres humanoïdes qui avaient le temps. Ça faisait des millénaires qu'elles étaient sur Terre et personne ne le savait. Elles attendaient que leur planète meure. Il y avait une crise environnementale, si vous voulez. Et la planète mourait. Et du coup, elles cherchaient une autre, la nôtre. Et elles voulaient nous envahir. Et elles avaient le temps. Elles avaient un plan. Et quelques chercheurs ont vu ce truc-là et ont prévenu Albator, et Albator les combattait. Et personne ne les avait vus venir à part eux. Vous l'avez vu venir, l'enseignement à distance, ou pas? Moi, je vous jure, j'étais dans le métier, j'ai pas vu venir. J'ai pas vu venir, le truc... Et pourtant, ils savent où ils vont. C'est des sylvidres, en fait. Ils savent où ils vont, ils ont un plan. Ils ont un plan, ceux-là. Ce plan, en fait, il nous est décrit par Chamaillou. Je ne sais plus le nom de son bouquin, La société ingouvernable. Super bouquin. Il nous explique ce qu'est, en fait, la gouvernance néolibérale. La gouvernance néolibérale, c'est prendre son temps. On ne va pas imposer, on ne va pas demander aux gens le choix de société qu'ils veulent. On va, petit à petit, faire passer des petits décrets, des petites lois, vous savez, des petits curseurs. Et grosso modo, ça donne un environnement qui est celui que personne n'a décidé. On ne vous demande jamais le choix de société que vous voulez, mais au fur et à mesure des décennies, on vous l'impose. C'est une société vendue au détail, en fait. Pour l'enseignement à distance et l'école numérique, en fait, il y a un mot, ça s'appelle les EdTech. Educative Technologies. Ça en jette, ce mot, hein? Chouette. Avant, on disait les TIC, TICE. Ça venait du mot TIC, Technologie de l'information et de la communication. C'est un vieux mot, ce truc-là. Et les TIC, c'était la même chose, c'est-à-dire les outils numériques pour l'éducation. Et ils ont passé ce mot-là, ils l'ont transformé en EdTech. Les EdTech, c'est le remplacement de ce mot, c'est-à-dire ça parle des outils, mais attention, les EdTech, c'est aussi les entreprises privées qui investissent là-dedans. La présidente d'EduCapital, qui est l'une des principales EdTech européennes, un grand fonds d'investissement en fait. Elle a dit, avec la crise du Covid, on a gagné entre 5 et 10 ans. Dites-moi, quand on est capable de dire qu'on a gagné entre 5 et 10 ans, c'est bien qu'on a un plan. On est d'accord, on sait où on va. Alors ils vont où?
il y avait un frein vraiment très très fort qui était l'école, la transformation de l'école qui n'a pas changé depuis 150 ans. C'est une citation de Lizzie Maret, numéro 2 des Du Capital. Laurent Joly, lui, est le président de Lalilo. Lalilo, c'est un logiciel super qui apprend à vos enfants à écrire et à lire tout seul. Lalilo, lui, Laurent Joly, lui, il se félicite qu'avec le confinement, l'alternative du cours présentiel à l'ancienne n'existe plus. La définition de l'enseignement numérique distanciel selon l'Union européenne, c'est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Ça fait des décennies qu'on sait que ça ne marche pas, ce truc. Et ils viennent nous foutre dans la définition officielle que c'est fait pour améliorer. Dites-vous que ce qui va suivre là, ça ne marche pas pour la Suisse, vous serez beaucoup plus rassurés, vous dormirez ce soir. Est-ce que vous connaissez les études PISA? Les études PISA, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des études créées par l'OCDE. Je ne crois pas que c'est tous les ans, c'est tous les X années. C'est une étude de comparaison de l'efficacité des systèmes éducatifs, pas européens, de l'OCDE entre eux. Bah si, c'est européen. Non, c'est mondial, c'est mondial. On compare l'efficacité des systèmes éducatifs. C'est à chaque fois, je ne sais pas comment on vous le dit en Suisse, mais nous, on nous dit en permanence qu'on est en retard, que les profs ne savent pas bosser, parce que les études PISA nous disent qu'on est à l'arrière-train en France. Et ça leur permet d'imposer des politiques. Ouais, en 2015, l'OCDE s'est dit, tiens, ce serait pas con d'essayer de refaire cette étude-là au regard de l'efficacité du numérique. Essayons de voir si ça marche, le numérique, quand même, quoi, parce qu'on en met... ce serait bien de savoir, quand même. Donc, ils ont pondu un document. Introduction. En moyenne, au cours des 10 dernières années, les pays qui ont consenti d'importants investissements dans les technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'éducation n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Ça ne marche pas. Dans la conclusion, ils vont même dire les niveaux d'utilisation supérieurs à la moyenne des pays de l'OCDE sont associés à des résultats significativement plus faibles. Ce qu'on sait depuis tout le temps aux États-Unis, il y a plein d'études là-dessus, on sait que plus on met de numérique, moins ça marche. C'est proportionnel, c'est incroyable, ils le savent. Mais c'est super, on est sauvés. Conclusion. Il ne faut pourtant pas les baisser les bras face à ces constats. Compte tenu des incertitudes accompagnant tout changement, les professionnels de l'éducation opteront toujours pour le maintien du statu quo. C'est la faute des profs. Ils veulent pas. Vous savez, les Gaulois réfractaires. Si nous souhaitons mobiliser les appuis en faveur d'une école plus ouverte aux nouvelles technologies, nous devons mettre en place de meilleures stratégies, tant pour communiquer sur la nécessité du changement que pour mobiliser les soutiens en sa faveur. Ça marche pas, plus on en met, pire c'est, mais c'est la faute des profs, et vous savez quoi, on va vous en mettre. En France, en 2019, non, c'était en 2021, pardon, il y a eu un cahier des charges balancé par le ministre Jean-Michel Blanquer, dans lequel, en fait, il voulait 25 millions pour un changement de la pratique de l'enseignement. On ne trouve plus le truc en ligne. C'est marrant, on ne le trouve plus. Mais à chaque page, en fait, il y avait, dans le cahier des charges, une phrase assez sympathique. L'idée, c'était de préparer sa classe en fonction d'un canevas numérique structurant. Ça, 125 milliards, 152, dyslexique. C'est ce que coûte, ce que rapporte en 2018 l'école numérique. La possibilité d'investir dans des tech, ça rapporte ça. L'évaluation. En quelle année ça? 2018. 342, c'est l'estimation faite en 2018 pour, je ne sais plus quelle année, plusieurs années plus tard. 2023, je crois. Forte marge de progression pour celui qui investit là-dedans. Ouais, ça c'était avant le Covid. Après le Covid, ils ont évalué ça. Est-ce que vous savez combien
Comment on peut mesurer 500 milliards? 500 milliards, c'est quoi? Ce que peut rapporter les EdTech. Ah, ce que peut rapporter les EdTech. Est-ce que vous savez sur quel chiffre on peut mesurer ce que coûterait l'ensemble du système éducatif mondial? Vous mettez toutes les écoles, tous les collèges, lycées, universités, tout. Combien ça coûterait tout ça? S'il fallait marchandiser, privatiser tout ça. Est-ce que vous avez une idée du chiffre? 6 000 milliards de dollars. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'ils vont s'arrêter là? Parce que l'idée, c'est que, vous voyez, sur mon chemin, en fait, moi, l'école, elle s'était mise là. Certes. Le truc, c'est que c'est une école qui nous fait croire qu'on est là pour l'émancipation. Qu'elle est là pour l'émancipation, acquérir des savoirs et aller vers ça. Mais l'idée, leur idée à eux, c'est pas ça. L'idée, c'est de passer à une école numérique. L'idée, c'est de numériser les savoirs. Et tout ça, ça a déjà commencé. Alors c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe et que je trouve les cartes qui sont tombées. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ouais, parents, c'est bien. Ça tombe bien parce que, bon, d'accord, vous êtes en Suisse, mais Blanquer, il prépare pour vos enfants, et ça viendra chez vous, un compagnon numérique, un petit logiciel au bas de l'écran qui va les suivre, du début de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité, et les évaluer. Ouais, ça va être super, c'est génial. Le changement, c'est maintenant. Et il est en marche. Est-ce qu'il y a des étudiants, des étudiantes dans la salle? Il y en a? C'est super. Vous allez adorer parce que nous, en France, venez parce que nous, en France, on a le ministère qui vient d'annoncer en fait la création de campus numériques. Ben oui, pour ceux qui habitent dans les campagnes, il n'y a plus besoin de s'embêter à aller à l'université. Vous restez chez vous, vous allez dans un hall de gare où il y a 3 ordinateurs qui meurent là, et c'est super. Hein, un écran et au lit. Le changement, c'est maintenant et il est en marche. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle? Il y a des profs. Là, vous allez adorer parce que, en France, on a eu en 2020 les États généraux de l'éducation. Ils ont abouti à 40 propositions pour les profs. 40 propositions. Aucune ne concerne la pédagogie. Pas une, hein. Toutes concernent le numérique. On bourre, il y a de la place, on en met encore. Changement, c'est maintenant, et il est en marche. Est-ce qu'il y a des investisseurs dans la salle? Il y en a qui ont du pognon, là. Ouais, c'est le moment d'investir, hein, parce que là, encore en France, hein, le Grenelle de l'éducation envisage la création d'un marché public des EdTech. Ben oui, on va pomper le savoir des profs, ils vont créer leurs vidéos, les vendre à l'éducation nationale, qui, elle, va se faire du fric là-dessus. Le changement, c'est maintenant, et il est en marche. Est-ce que vous regardez des films et des séries? Oui, moi, aussi, tout le monde quand même, on aime ça. Et Blanquer aussi, il adore ça. Et lui, il veut la création d'un Netflix de l'éducation. C'est génial tout ça, encore du savoir en ligne. Le changement, c'est maintenant, et il est en marche. Est-ce qu'il y a des ingénieurs pédagogiques dans la salle? Mon heure de gloire. Vous savez quoi? Il veut créer des postes. Parce que l'ingénierie pédagogique en France, numérique, disent-ils, est le nouveau credo du ministère avec plus d'intelligence artificielle et plus d'analyse généralisée des traces. Le changement, c'est maintenant et il est en marche. L'objectif, là, c'est pas un changement de cadre. C'est pas le cadre de l'école qu'on change. C'est la nature de l'école qu'on est en train de changer. C'est de tout numériser, de tout privatiser, de tout marchandiser. Avec la crise sanitaire, les pratiques numériques ont été décuplées et notre ministère a fait un bond en avant dans la transformation des usages. Il nous revient aujourd'hui d'aller plus loin pour pérenniser ces acquis en les rendant accessibles à tous et adaptés aux besoins de chacun. Jean-Michel Blanquer, en 2020, il n'y aura pas de retour, c'est l'effet cliquet. On parle aujourd'hui en France d'enseignants Covid, post-Covid augmentés. Enseignants post-Covid augmentés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Augmenter, c'est vous avez de l'informatique quoi, avec vous. Enfin, voilà, vous avez une prothèse numérique, je ne sais pas. On cherche encore. Blanquer, je vous ai dit, on cherche encore ce que ça veut dire.
Parce que l'idée, c'est bien d'essayer de casser cet imaginaire, là, l'imaginaire carcéral, cet imaginaire là, de l'école. L'éducation, c'est pas l'émancipation, quoi. C'est pas la même chose, en fait. Quand on nous dit que l'éducation est égale à l'émancipation, quand on nous dit que l'émancipation passe par là, on se trompe. Et on se trompe encore plus quand on n'a pas la maîtrise là-dessus. Quand on ne peut pas produire nos savoirs, c'est d'autres qui les produisent pour nous. En France, on a les nouveaux ministres qui sont arrivés. Il y a deux doubles tutelles qui existent. La ministre de l'Enseignement supérieur est sous la double tutelle du ministère de l'Éducation et du ministère du Travail. La ministre de la Jeunesse est sous la double tutelle du ministre de l'Éducation et ministre de l'Armée, ministère de l'Armée. Ben oui, c'est logique, on crée le SNU. Le SNU, c'est comme le service militaire. Oui, sans l'armée, on nous dit. C'est quoi le SNU? Service national universel. Pour que les jeunes puissent comprendre qu'il faut quand même du respect, de l'ordre, de la sécurité. Voilà. Il y a un moment où je me dis que l'idée du... Quand on essaye de mettre un rond dans un carré, en fait, il peut se passer plusieurs choses. Hein. Soit on le fait en coupant le rond, en le forçant à prendre une forme carrée, soit on le réduit. Voilà. Il y a une troisième solution, c'est de péter ces murs, là, non? À l'université, j'étais pas le seul, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu 3 suicides pendant que j'étais, dans les 5 années que j'ai parcouru à l'université. Il y a 25 personnes qui étaient dans mon cas. 25. Un jour, il y a une femme qui, exactement dans ma situation, qui n'en peut plus et qui entend que le président de l'université, qui ne lui répond pas également, est en réunion dans une salle. Et elle va frapper à la porte, elle rentre, et elle lui demande des comptes, quoi. Donnez-moi du travail. Elle se fait jeter de la salle. Jeter. Elle est en pleurs, elle s'effondre, elle s'écrase la tête contre les murs. Il y a du sang partout. Les secours arrivent. On n'attendra pas 3 heures pour avoir un email envoyé à toute l'université du président. Il s'excuse. Il dit qu'il s'excuse pour ceux qui ont vu une scène inadmissible imposée par cette dame et qu'il va mettre en place une cellule de crise psychologique. Moi, je vais aller le voir au bout de 6 mois, ce président. En fait, je lui fais une mise en demeure, quoi. Je lui dis, vous êtes responsable devant la loi de ma santé physique et psychique. Vous êtes responsable, donc maintenant, soit vous agissez, soit on bouge. Si vous ne voulez pas de moi, virez-moi. Je lui ai écrit un long courrier. Il me reçoit. Pour la première fois en 6 mois, je suis reçu. Et là, il se défile parce qu'il a demandé au DGS de me trouver une mission. Et la mission, je la vois devant les yeux, c'est ridicule, c'est 8 heures de travail, quoi. Et encore, si je prends mon temps, hein. 8 heures de travail, c'est pas une mission. Je m'en fiche, je la mets de côté et je lui dis, écoutez, j'aimerais bien qu'on parle de ce pourquoi je suis là et que vous répondiez à mes questions. On fait quoi de moi? Est-ce que oui ou non, vous avez besoin de moi dans cette université? Et le président va se mettre en colère. Il va se mettre debout, les poings sur la table, s'imposer là, et il va gueuler de tout son corps. Et moi, hein, il avait raison tout à l'heure, hein, je crie. Ce que j'attends de vous, c'est de savoir si vous, oui ou non, vous acceptez le travail que l'université vous donne. Il allait se retourner, mais c'était pas assez. Il revient vers moi et il me dit, ici, il y a des gens qui travaillent. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que je refasse le chemin, du coup. C'était quoi mon chemin? Mon chemin, c'est d'avoir accepté le capitalisme. J'ai cru en ces trucs-là. Il y avait un capitalisme en moi, en fait. Il y avait... En fait, Bernard Stiegler, le philosophe, le père de Barbara, j'ai beaucoup lu Bernard Stiegler et il disait une année que, en fait, la prolétarisation,
Être prolétaire, c'est avoir perdu son savoir. C'est celui qui perd son savoir. Et il nous disait, vous trompez pas, hein, le monde qui arrive là, on est en train de prolétariser tout le monde. Les ingénieurs deviennent prolétarisés, qu'il nous disait. Ils perdent leur savoir. On leur demande d'utiliser des machines qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, pensées par d'autres. Et il nous disait, les médecins également sont prolétarisés. On leur demande de soigner tel qu'on a décidé pour eux qu'il fallait soigner. Et c'est ça que j'ai accepté, bordel. J'ai accepté la prolétarisation. Mais la prolétarisation, évidemment, j'ai accepté moi de prolétariser les profs. Ben oui, ce que je faisais en fait, c'est de leur vendre du logiciel. C'est moi qui avais choisi pour eux. Je n'étais pas mieux que les autres. Et en prolétarisant les profs, je prolétarisais mes enfants. Mais, en fait, j'étais pas un ingénieur pédagogique. J'étais un vendeur de Thermomix. Le savoir dans la machine. C'est ça que j'étais. Et puis, j'ai lu un bouquin extraordinaire qui m'a fait comprendre, en fait, ce qu'il y avait de part de management en moi également. Qu'est-ce que j'avais accepté du management alors que je lui disais ne pas vouloir de ce truc-là, quoi. Ce bouquin, c'est Le maniement des hommes de Thibault Le Texier. Un bouquin génial, je ne peux pas vous le raconter, on en ferait une conférence à part, mais il nous dit que le management, en fait, c'est rationaliser, contrôler et rendre les choses plus efficaces. Dans le sens machine, hein. C'est rendre les choses plus efficaces et tout rationaliser, tout chiffrer. Il y en a un qui, pendant le Covid, chez nous en France, a dit « Il faudra retrouver le sens d'une humanité efficace. » On cherche encore, hein. Ce que ça veut dire, c'est Macron qui l'a dit. Ce type, là, Thibault Le Texier, dans son bouquin, ça m'a sauté aux yeux, en fait, il m'a presque fait pleurer quand j'ai lu le truc. Je dis, mais mince, il a raison, bordel. Il nous dit que le management, en fait, repose sur le pouvoir et sur le savoir. Si tu maîtrises le savoir, c'est toi qui as le pouvoir. Ce qu'avaient compris les ouvriers au 19e siècle, en fait. Et qu'on a oublié, et le management veut nous faire oublier ça. Le management, c'est la culture de l'oubli. Et ce qu'il raconte, c'est, en fait, il cite tout un tas de métiers comme ça, dans lesquels il y a ingénieur pédagogique. C'est la première fois que je voyais un bouquin dans lequel il y avait mon métier. Et il nous dit quoi? Ben, il me dit, mon gars, t'es une excroissance du management, en fait. T'es un outil de contrôle. J'étais un outil de contrôle. Waouh! Vous savez comment on appelle aujourd'hui un ingénieur pédagogique? On ne dit plus ingénieur pédagogique. C'est un Digital Learning Manager. Ah, ça c'est mieux. Ah, c'est bien, hein? Ouais. Non, je le refais. C'est plus classe, ouais. Ouais, bravo. Ouais. En fait, j'étais un dispositif de contrôle, tout simplement. J'étais là pour la conduite du changement, quoi. Et je ne le savais pas, je ne l'avais pas compris. En fait, ce qui est bête, c'est que quand j'étais jeune, j'avais refusé de porter les armes, je vous ai dit. Et pourtant, le salut capitalisme, mince, je les ai portés, quoi. J'étais leur corsaire. Je voulais pirater tout ça. J'étais leur corsaire. J'ai appris que ingénieur, en fait, ça vient du concepteur d'armes. À la base, l'ingénieur, c'est celui qui conceptualisait les armes. C'est marrant, hein? J'étais un concepteur d'armes pédagogiques. C'est drôle. Et en fait, tout ça, je me dis que c'est bête quand même, parce que je le savais. Enfin, tout petit, on me l'avait dit. Tout petit, on me l'avait dit. Et je n'ai pas écouté. On m'avait dit, les sylvidres sont belles comme des roses. Un homme n'imaginerait pas avoir à se battre contre une rose. Albator, 1978, épisode 19. C'est quoi travailler? Parce que c'est cette question-là qu'il va bien falloir se poser aussi quand même. Qu'est-ce que c'est que travailler? Il y a deux définitions que j'aime bien du travail. C'est celle de Christophe Dejour, le psychologue du travail. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit que travailler, c'est trouver. Et Bernard Stiegler lui disait que travailler, c'est développer un savoir. Bon, ben on est là. Ça vous dit un petit jeu de réalité virtuelle pour finir, là?
Fermez les yeux ou pas, hein, comme vous voulez, mais imaginez votre travail, ou ce qui se rapproche le plus pour vous d'un travail. La façon dont votre travail, que vous soyez étudiant, étudiante, ou que vous ayez un vrai travail, comment il vous enrichit? Comment ça vous aide, ça vous construit? Et comment votre travail en retour, comment vous l'enrichissez et comment il vous enrichit en retour? Pensez à ça, essayez de le ressentir, comment vous êtes bien quand vous travaillez et que vous avez conscience de faire quelque chose que vous aimez. Imaginez maintenant que certains pensent le travail à votre place. Ils vont le faire en utilisant 3 dispositifs. Par le premier dispositif, ils vont vous imposer des chiffres. Ils vont vous dire chiffrez, notez ce que vous faites, évaluez-vous. Remplissez des tableaux, des tableurs, des PowerPoint. Rendez des comptes. Par le deuxième dispositif, ils vont vous dire qu'ils vont vous imposer des procédures qui sont plus efficaces. Pensez à votre place parce que c'est mieux que ce que vous faites. Ils vont vous imposer leurs méthodes, leurs outils, leurs logiciels, leurs machines. Et dans un troisième dispositif, ils vont vous dire « Vous inquiétez pas, on va vous former à faire tout ça. » De la conduite du changement. C'est ça, l'enseignement à distance. Celui qui possède tout ça, il possède le travail. Parce qu'il va pouvoir imposer ceux qui décident ce qu'on vous donne comme savoir. Ils vont pouvoir imposer les contenus, et même pire, les logiciels qui contiennent les contenus. En fait, l'enseignement à distance et l'école numérique, c'est la dépossession du travail parce que c'est le capital qui, du coup, possède votre travail à votre place. On pourrait se demander, le savoir en fait, est-ce qu'il a une valeur en tant qu'émancipation ou en tant que marchandise? Posons-nous cette question-là rapidement. Si le savoir, c'est de l'émancipation, alors le savoir, ça se transmet. Si le savoir, c'est de l'émancipation, alors ça se transforme. Ben oui, parce que ce que je vais vous dire, ou ce que vous allez me dire, l'autre va le transformer. On en fait toujours quelque chose d'autre du savoir, et c'est ça qui est fort. On le transforme. Le savoir, c'est de la production de savoir. Et dans ce cas-là, nous invite à penser Bernard Stiegler. Le savoir prend de la valeur avec le temps, mais évidemment. Et c'est là qu'on peut émanciper une génération par rapport à une autre. C'est que le savoir, forcément, il va s'émanciper lui-même, enfin, il prendra de la valeur. Mais si le savoir, c'est de la marchandise, alors ça ne se transmet plus. Ça se vend. Alors, ça ne se transforme plus. Ça se cumule, ça se capitalise. Et alors, comme toute marchandise, ça perd de la valeur avec le temps. Et si une valeur perd de la valeur avec le temps, il faut la régénérer. On peut la régénérer si on possède ça. Alors nous y voilà. Le chemin, à mes yeux, est clair. Il est de mettre au service des enjeux éternels de l'éducation les outils les plus modernes. L'enseignement à distance et l'école numérique, en fait, c'est une énorme dépossession. On va vous déposséder on va transformer tout enseignement et tout savoir en marchandise. Vous déposséder tout ça. Le projet, c'est la mise au travail, il ne faut pas se tromper. Le projet, c'est la maltraitance comme outil de gouvernance généralisée. Et ça, ils y arrivent parce qu'on est attiré par le numérique. C'est très très fort l'imaginaire de ce truc-là. Comment ne pas voir venir une dystopie, quoi. 2041. Nous avons basculé. Skullflix est la première tech européenne, au capital de 3 milliards d'euros. Elle produit les vidéos et les QCM indispensables à la traversée de route afin de trouver un emploi. Elle alimente les télévisions, YouTube, les plateformes d'apprentissage en accès payant, la grande distribution, les bars PMU et bien sûr, mais c'est un détail, les écoles et les universités. Les études longues sont réservées aux détenteurs des badges premiers de cordée. Pour les autres, des certifications à l'emploi d'une durée de 5 ans suffisent.
Elles s'obtiennent à distance et sont payables par carte bancaire et PayPal. La loi sécurité capitale poursuit les derniers enseignants ouverts et sans distance et les parents qui instruisent clandestinement leurs enfants. Des réseaux d'éducation populaire résistent avec ardeur pour repenser collectivement le partage des savoirs. Les résistants répondent aux appels de deux philosophes, comme un écho entre deux siècles. Celui de Barbara Stiegler, qui appelait à réinventer la mobilisation, la grève et le sabotage. Et celui de Hannah Arendt, qui invitait à faire de la désobéissance un acte de résistance par le travail, et non un acte de renoncement au travail. Plus que jamais, créer, c'est résister. Et résister, c'est créer. Résister, c'est créer. Il va falloir accepter de refuser ces armes-là qui nous empêchent de créer. Il va falloir pirater collectivement ce qui s'installe. Et moi, maintenant je sais qui je suis. Je suis un enfant né en 1973 qui était avide de liberté, de quête de savoir et du droit à une vie digne. J'ai retrouvé mon chemin. Captain Elbador, je redeviens un pirate.